L'air du soir portait le parfum du jasmin alors qu'Élise se dépêchait de traverser Central Park. Ses doigts délicats serraient l'invitation qu'elle avait reçue la veille. À 20 ans, elle rayonnait d'une beauté tranquille, ses yeux d'un brun profond recelant une sagesse au-delà de son âge. Sa peau, de la couleur de l'acajou poli, luisait sous le soleil couchant. Ce soir avait lieu le gala de charité annuel du printemps, un événement où l'élite de New York se rassemblait pour prétendre que la philanthropie était leur passion plutôt qu'une déduction fiscale. Élise n'était pas censée être là en tant qu'invitée. Elle avait été embauchée comme assistante du coordinateur de l'événement, un poste de dernière minute qui l'aiderait à couvrir les frais de scolarité du mois suivant à l'université Columbia. Son professeur de littérature l'avait recommandé, sachant que son souci impeccable du détail et sa manière captivante de manier les mots impressionneraient les organisateurs. L'hôtel Plaza se dressait devant elle, ses lumières dorées l'attirant comme des étoiles descendues sur terre. Élise ajusta sa simple robe émeraude, un trésor de friperie qu'elle avait elle-même retouché, et prit une profonde inspiration avant de monter les marches. À l'intérieur, des lustres en cristal projetaient des diamants de lumière sur les sols en marbre, le champagne coulait à flots et les rires tintaient comme les glaçons dans des verres de whisky coûteux. Élise se déplaçait dans la foule avec une invisibilité bien rodée, vérifiant les centres de table et s'assurant que les objets de la vente aux enchères étaient parfaitement exposés. De l'autre côté de la pièce se tenait Félix, 35 ans, et dévastateur dans son smoking sur mesure, ses traits ciselés et ses yeux bleus perçants ayant fait la couverture de magazines à travers le pays. Autodidacte et ambitieux sans complexe, il avait transformé une seule idée novatrice en Carvé Technologies, un empire de plusieurs millions de dollars qui avait révolutionné le stockage des énergies renouvelables. Ce soir, cependant, il avait l'air profondément ennuyé alors qu'une mondaine blonde s'accrochait à son bras. Ses lèvres rouges bougeaient continuellement tandis que ses yeux erraient. Cela s'est produit en un instant. La collision de deux âmes qui n'étaient jamais censées se rencontrer. Élise, reculant d'un arrangement d'orchidées fraîchement disposées, heurta un serveur. Le plateau de flûte à champagne vacilla dangereusement. Sans réfléchir, elle tendit la main, stabilisant à la fois le serveur et le plateau. D'impressionnants réflexes, vint une voix grave qui lui envoya des frissons inexplicables le long de la colonne vertébrale. Se retournant, Élise se retrouva à lever les yeux vers ses fameux yeux bleus. En personne, il contenait quelque chose que les magazines n'avaient jamais capturé, une profonde solitude, soigneusement dissimulée derrière l'assurance. Juste un bon équilibre, répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. L'équilibre est sous-estimé. Son sourire transforma son visage, effaçant l'ennui qui y persistait quelques instants auparavant. Je suis Félix. Je sais qui vous êtes, monsieur Carvé, dit-elle, incapable de retenir une légère courbe de ses lèvres. Tout le monde le sait. Et vous êtes ? Il se pencha plus près, comme s'il partageait des secrets dans une pièce remplie de gens qui, soudain, n'avaient plus d'importance. Élise. Je travaille ce soir. Cela fait de nous deux, dit-il en désignant la salle opulente d'un roulement d'yeux à peine dissimulé. Bien que je soupçonne que votre travail ait plus de sens que le mien. Quelque chose dans sa franchise la désarma. Ce n'était pas le charme poli décrit par les tabloïds, mais quelque chose de plus authentique. Un moment de véritable connexion au milieu du scintillement artificiel. La vente aux enchères récoltera des fonds pour des programmes d'alphabétisation pour enfants, lui rappela-t-elle doucement. Cela semble assez utile. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme surpris par son doux défi. Vous avez raison, bien sûr. Parfois, j'oublie de voir au-delà des aspects performatifs de ces événements. Une femme blonde apparut à ses côtés, posant une main possessive sur son bras. Félix, chéri, les Henderson te demandent. Ses yeux balayèrent Élise avec dédain. Le personnel ne devrait pas te déranger. Serena, sa voix se refroidit de plusieurs degrés, mademoiselle Thompson me donnait une perspective bien nécessaire. Et elle n'est pas du personnel. Elle est clairement la personne la plus intelligente de cette pièce. Élise sentit ses joues s'échauffer face à sa défense inattendue. Je devrais retourner au travail, murmura-t-elle en s'éloignant. Attendez. Sa main chercha la sienne, un bref contact électrique. Serez-vous ici toute la soirée ? Elle hocha la tête, intriguée par son intérêt. Bien. Ce seul mot contenait une promesse qui fit traîtreusement battre son cœur. Tout au long de la soirée, elle sentit ses yeux la suivre. Lorsque la vente aux enchères commença, elle observa depuis l'ombre comment il surenchérissaient sur tout le monde pour une collection de première édition de la poésie de Maya Angelou.
Sa palette se levait avec une détermination nonchalante, jusqu'à ce que personne n'ose plus le défier. Alors que la nuit touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Élise découvrit la collection de poésie sur une table qu'elle débarrassait. Une note était glissée à l'intérieur de la couverture. Ces mots méritent d'être appréciés par quelqu'un qui comprend leur véritable valeur. Dîner avec moi demain. Félix. En dessous se trouvait son numéro personnel. Son esprit pratique l'a mis en garde. Les hommes comme Félix ne poursuivaient pas sérieusement les femmes comme elle. Pourtant, quelque chose de plus profond, de plus intuitif, reconnut un esprit apparenté sous son extérieur fortuné. Le lendemain soir, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien du village, loin des paparazzis et des regards indiscrets. À la lueur des bougies, autour d'un verre de vin pour lui et d'eau pétillante pour elle, ils découvrirent des liens auxquels aucun des deux ne s'attendait. Il avoua sa passion pour la littérature, un amour secret qu'il avait soutenu à travers une enfance difficile. Elle partagea ses rêves de devenir une écrivaine qui donnerait une voix à ceux qui sont souvent réduits au silence. « Vous n'êtes en rien ce à quoi je m'attendais », admit-il alors qu'il marchait dans Washington Square Park par la suite, l'air nocturne les enveloppant comme un cocon. « Et à quoi vous attendiez-vous » demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Quelqu'un d'impressionné par la richesse, intéressé par ce que je pouvais offrir. Son honnêteté était désarmante. Au lieu de cela, vous m'avez défié dans les 30 secondes suivant notre rencontre. Élise rit, le son comme une musique dans le parc silencieux. Déçu? Il s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Au clair de lune, son expression était dépouillée de toute prétention, révélant une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. Enchanté, murmura-t-il. Quand il l'embrassa sous l'arche, le temps s'arrêta. Ce n'était pas le baiser d'un playboy ou d'un homme habitué à prendre ce qu'il voulait. C'était un baiser interrogateur, respectueux, celui de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de précieux et d'inattendu. Cette nuit marqua le début d'un amour que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché, mais que tous deux attendaient depuis toute leur vie. Au cours des semaines suivantes, Félix courtisa Élise avec une dévotion sans faille qui les transforma tous les deux. Il envoyait des fleurs à son minuscule appartement, non pas des arrangements extravagants, mais des fleurs choisies avec soin qui lui rappelaient elle. Il laissait des livres avec des passages marqués qui lui faisaient penser à elle. Il écoutait vraiment quand elle parlait de sa famille en Caroline du Sud, de la lutte de sa mère contre le lupus, du soutien indéfectible de son père pour son éducation malgré des moyens limités. Chaque rendez-vous révélait une nouvelle couche de connexion. Élise découvrit l'homme derrière le millionnaire, quelqu'un qui se souvenait des noms de chaque employé, qui finançait anonymement des bourses d'études, qui portait toujours la carte de bibliothèque usée de son enfance. Et Félix découvrit en Élise tout ce que la richesse ne pouvait acheter, l'authenticité, la compassion et une sagesse qui voyait à travers tous ces murs soigneusement construits. « Je crois que je t'ai attendu toute ma vie », avoua-t-il un soir, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture dans son jardin privé sur le toit, à compter les étoiles. « Je ne savais tout simplement pas ce que j'attendais jusqu'à ce que je te trouve. » Alors que le printemps se transformait en été, leur amour s'épanouit de même, profond, transformateur et absolument irrésistible. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer les tempêtes qui les attendaient, ni la force dont ils auraient besoin pour les affronter. Chapitre 2. Un amour contre vent et marée. Les jours d'été se fondaient les uns dans les autres alors que la romance d'Élise et Félix s'épanouissait avec une intensité qui les surprit tous les deux. Leur monde n'aurait pas pu être plus différent. Le penthouse de Félix surplombant Central Park était à des années-lumière du minuscule appartement en colocation d'Élise à Washington Heights. Pourtant, lorsqu'ils étaient ensemble, ces différences se dissolvaient dans l'insignifiance. « Parle-moi de ton enfance en Caroline du Sud », demanda Félix un soir, alors qu'ils partageaient un pique-nique sur sa terrasse privée. La skyline de Manhattan scintillait autour d'eux comme une boîte à bijoux ouverte sur la nuit. Les yeux d'Élise s'adoucirent de souvenirs. Notre maison était petite, mais toujours pleine d'amour. Ma mère était institutrice en maternelle et mon père avait 2 emplois pour que je puisse prendre des cours de danse et avoir les livres que je réclamais constamment. Elle sourit en se remémorant. Chaque dimanche, nous nous réunissions chez ma grand-mère, cousins, tantes, oncles, tout le monde se serrait autour de tables rapprochées, se passant des feuilles de chou vert, du pain de maïs et des histoires qui devenaient plus élaborées à chaque fois qu'on les racontait. Félix écoutait, captivé par cet aperçu d'une enfance si différente de la sienne. « Ça a l'air magnifique », dit-il doucement. « Comme quelque chose sorti d'un livre que j'ai lu mais jamais vécu. »« Et ta famille » demanda-t-elle,
remarquant l'ombre qui traversa son visage. Il resta silencieux un moment, ses doigts traçant des motifs sur la paume de sa main. Mon père est parti quand j'avais 4 ans. Ma mère a travaillé jusqu'à l'épuisement pour m'élever seule. Sa voix se fit distante. Elle est morte juste au moment où mon entreprise a décollé. Parfois, je pense que l'univers a un sens de l'humour cruel. Le cœur d'Élise se serra pour lui. Elle se pencha et posa doucement ses lèvres sur les siennes. Elle serait fière de l'homme que tu es devenu. Il la regarda avec émerveillement. Le serait-elle? Parfois, je ne suis pas sûr de qui je suis devenu dans ma quête de succès. Je vois qui tu es, murmura Élise. Derrière toutes les couvertures de magazines et les conférences de presse. Je te vois, Félix. Ces mots, simples mais profonds, brisèrent quelque chose en lui. Cette nuit-là, il la serra comme si elle était sa bouée de sauvetage, son corps exprimant ce que les mots ne pouvaient pas encore formuler. Alors que l'été avançait, Félix introduisit Élise dans son monde, gala de charité, ouverture de restaurants exclusifs, week-end dans les hantons. Elle navigua ses nouvelles expériences avec une grâce naturelle qui impressionna même ses associés les plus critiques. Pourtant, il était clair pour quiconque observait qu'Élise restait insensible à la richesse ou au statut. Elle s'engageait sincèrement avec tous ceux qu'elle rencontrait, des PDG au personnel qui servaient leur repas. Sa chaleur authentique contrastait vivement avec le réseautage calculé qui caractérisait la plupart des interactions sociales dans le cercle de Félix. Tout le monde n'accueillit pas sa présence. Serena, qui s'était longtemps considérée comme le choix naturel pour la future épouse de Félix, observait leur relation avec un mépris à peine voilé. « Elle est très jeune, n'est-ce pas ?» commenta Serena lors d'un gala de bienfaisance au mai, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Et si peu au fait du monde. On doit se demander ce que tu vois exactement en elle. » Les yeux de Félix se durcirent. « Je vois de l'authenticité, de l'intelligence et un cœur non corrompu par le cynisme. Des qualités rares dans nos cercles, n'es-tu pas d'accord ?» Le sourire de Serena se crispa, mais elle se retira, temporairement vaincue. Le véritable défi vint quand Élise invita Félix à rencontrer sa famille. Le voyage en Caroline du Sud révéla la profondeur des inquiétudes de sa famille. « Il a 15 ans de plus que toi, Élise, » dit son père lors d'un moment privé sur le porche, ses mains burinées fermement jointes. « Les hommes comme lui, avec l'argent, le pouvoir. Ils ne voient pas le monde comme nous. J'ai peur qu'il te fasse du mal. »« Papa, il n'est pas ce que les tabloïds dépeignent, » insista Élise. « Il est gentil et attentionné. Il valorise les mêmes choses que nous, l'honnêteté, le travail acharné, la compassion. » Son père étudia son visage, voyant l'amour qui y brillait. « Ton cœur a toujours été trop grand, trop confiant. Promets-moi juste d'être prudente. » À l'intérieur, Félix aidait la mère d'Élise à préparer le dîner, sa veste de costume mise de côté, les manches retroussées, alors qu'il coupait des légumes avec une habileté surprenante. « Mon Élise ne se soucie pas des choses de luxe, » dit sa mère, le testant discrètement. « Son bonheur vient de sources plus profondes. » Félix hocha la tête, ses mouvements ne s'arrêtant jamais. « C'est précisément pourquoi je l'aime, Madame Thompson. Elle m'a montré que tout ce que je pensais important ne l'est pas, et que tout ce que je n'avais jamais considéré est profondément important. » À la fin du week-end, bien que les réserves de sa famille n'aient pas complètement disparu, elle s'était adoucie en regardant Félix et Élise ensemble, la façon dont ses yeux la suivaient, remplis d'adoration, la manière naturelle dont ils se déplaçaient en synchronisation, le respect évident dans chaque interaction. Même son père sceptique dut admettre qu'il y avait quelque chose d'authentique entre eux. De retour à New York, leur relation s'intensifia. Félix se mit à réorganiser des réunions pour passer des après-midi dans le parc avec Élise. Elle commença à garder des vêtements dans son pantouse, ses manuels de littérature se mêlant à ses rapports financiers sur la table basse. Ils créèrent leur propre monde au milieu du chaos de Manhattan, les dimanches matins passés à lire le journal au lit, à découvrir des petits restaurants de quartier où personne ne reconnaissait Félix, de longues conversations sur tout et rien, alors que la nuit se transformait en aube. Un soir de septembre frais, exactement 3 mois après leur rencontre, Félix emmena Élise au Metropolitan Museum of Art. Après les heures d'ouverture, un privilège obtenu grâce à un don substantiel, ils errèrent dans les galeries vides, leurs pas résonnant sur les sols en marbre, les plus grandes œuvres d'art de l'histoire pour seule compagne silencieuse. Dans le temple de Dandour, la lumière de la lune filtrant à travers le plafond de verre, Félix s'arrêta. Son attitude habituellement confiante laissa place à quelque chose de presque juvénile, de vulnérable.
Élise, commença-t-il, sa voix inhabituellement tremblante, avant toi, ma vie était sans couleur. J'avais le succès mais pas de joie, des réalisations mais pas de but. Il prit ses mains dans les siennes. Tu m'as montré ce qui compte, comment voir la beauté dans les petits moments, comment aimer sans condition ni attente. Il s'agenouilla et le cœur d'Élise gronda dans sa poitrine. Je sais que ça semble rapide, continua-t-il en sortant une boîte en velours noir, mais quand on trouve l'âme sœur, le temps devient sans importance. Il ouvrit la boîte pour révéler une superbe bague en émeraude entourée de diamants, le vert profond rappelant la robe qu'elle portait la nuit de leur rencontre. Élise, me ferais-tu l'extraordinaire honneur de devenir ma femme? Les larmes brouillèrent sa vision alors que les émotions la submergeaient. Cet homme, brillant, complexe, aimant, voulait un avenir éternel avec elle. Malgré leurs différences, malgré les inquiétudes de sa famille, malgré les sourcils levés que leur relation avait déjà provoqués, elle savait avec une certitude absolue que son cœur appartenait au sien. Oui, murmura-t-elle. Puis plus fort, sa voix résonnant à travers l'ancien temple, oui, Félix, je veux t'épouser. Il lui glissa la bague au doigt avec des mains tremblantes, avant de se relever pour capturer ses lèvres dans un baiser qui avait le goût des promesses et des possibilités. Alors qu'ils s'étreignaient sous les hauts plafonds du temple, transportés d'Égypte pierre par pierre, tout comme ils avaient été portés l'un vers l'autre à travers des différences apparemment insurmontables, aucun des deux ne pouvait imaginer autre chose que le bonheur dans leur avenir. La nouvelle de leur union fit la une des réseaux sociaux et des tabloïds le lendemain matin. Le milliardaire Carvé va épouser une étudiante, criaient les gros titres. Les spéculations sur les motifs d'Élise allaient bon train. De vieilles photos furent déterrées, des connaissances offrirent des aperçus exclusifs sur son caractère, et du jour au lendemain, sa vie privée devint publique. Ignore-les, conseilla Félix en supprimant les alertes d'actualité de son téléphone. Ils ne peuvent pas toucher ce que nous avons. Élise essaya d'adopter sa confiance, mais le regard scrutateur était déstabilisant. Pourtant, leur amour semblait assez fort pour résister au jugement du monde extérieur. Quand ils appelèrent ses parents pour partager la nouvelle, le silence à l'autre bout du fil en disait long. Nous descendons ce week-end, dit fermement Élise. Je veux que vous fassiez partie de cette joie, papa. Ce que ni Élise ni Félix n'auraient pu prédire, c'est la rapidité avec laquelle leur conte de fées s'effondrerait, ou à quel point leur monde serait bouleversé par des forces que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Alors que les feuilles d'automne commençaient à tomber sur New York, les graines de leur destruction prenaient déjà racine, attendant le moment parfait pour briser leur bonheur nouvellement trouvé. Chapitre 3. Un mariage de conte de fées. L'hôtel Plaza fut transformé en un jardin enchanté pour le jour du mariage d'Élise et Félix. Des roses blanches et des orchidées tombaient en cascade des lustres en cristal, leur parfum se mêlant à celui du jasmin et du gardénia. Du lierre et des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour des colonnes de marbre, créant une forêt magique au sein de la salle de bal emblématique. Aucune dépense n'avait été épargnée, Félix avait insisté pour créer une journée digne de la femme qui avait si complètement capturé son cœur. Dans une suite privée à l'étage, Élise était assise devant un miroir tandis qu'un coiffeur arrangeait sa dernière boucle. Sa robe de mariée, un chef-d'œuvre de dentelle délicate et de perles, captait la lumière à chaque respiration. La bague de fiançailles en émeraude brillait à son doigt, assortie aux boucles d'oreilles que Félix lui avait offertes ce matin-là, livrée avec une note qui lui avait fait monter les larmes aux yeux, « À mon étoile polaire, merci de m'avoir ramené à la maison, à l'amour. » « Tu ressembles à un rêve, » dit sa mère, la voix chargée d'émotion, en lui attachant un bracelet au poignet, celui de sa grand-mère, porté par 3 générations de mariés dans leur famille. « Es-tu heureuse, maman » demanda doucement Élise, croisant le regard de sa mère dans le miroir. Margaret étudia le visage de sa fille, cherchant le moindre signe de doute. N'en trouvant aucun, elle sourit. « Si tu es heureuse, ma chérie, alors je le suis aussi. » Elle hésita. « Ton père essaie. Il veut juste te protéger. » Élise hocha la tête, comprenant la complexité des sentiments de son père. Après l'annonce de leur fiançailles, Robert s'était retiré dans un silence de pierre. Seul l'ultimatum d'Élise à accepter Félix ou la perdre l'avait amené à New York pour le mariage. Même maintenant, il attendait en bas, les épaules rigides et un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. « A-t-il dit quelque chose à propos de Félix » demanda Élise, la nervosité s'insinuant dans sa voix. Margaret soupira. « Il a passé 1 heure avec Félix ce matin. Ton père n'a pas partagé de détails, mais il a dit que cet homme t'aime clairement. C'est ce qui se rapproche le plus d'une bénédiction qu'il ait pu donner. » La révélation surprit Élise.
Elle ne savait pas que les deux hommes avaient parlé en privé. Quoi qu'il se soit passé entre eux, la présence de son père aujourd'hui représentait un effort significatif pour surmonter ses doutes. Un coup à la porte interrompit leur moment. « C'est l'heure », appela l'organisatrice de mariage. Élise se leva, une vision en blanc sur fond de la skyline de Manhattan visible à travers les fenêtres de la suite. Elle prit une profonde inspiration, se centrant sur la certitude de son choix. Quels que soient les doutes que les autres nourrissaient, elle savait que le cœur de Félix correspondait au sien. La cérémonie se déroula comme une séquence de rêve. 400 invités regardèrent Élise descendre une allée parsemée de pétales de rose, le bras de son père tendu sous sa main. Mais lorsqu'elle aperçut Félix qui l'attendait à l'hôtel, ses yeux se remplissant de larmes à la vue d'elle s'approchant, tout le reste s'estompa. Elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'atteignit. Cet homme puissant, rendu vulnérable par l'amour. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il en l'atteignant, la voix étranglée. Leurs vœux, écrits par chacun d'eux en privé, résonnaient de promesses de dévotion inébranlables. La voix de Félix résonna dans la salle de bal silencieuse alors qu'il se consacrait à elle. « Élise, avant toi, j'étais un homme qui avait tout et rien à la fois. Tu as apporté de la couleur à une existence en noir et blanc, du sens à un simple succès. Je promets de chérir ton esprit brillant, ton cœur compatissant et ta belle âme chaque jour pour le reste de nos vies, d'écouter quand tu parles, de soutenir tes rêves aussi ardemment que les miens, de t'aimer à travers toutes les tempêtes qui pourraient survenir. Tu es ma maison, mon cœur, mon avenir, mon tout. » Des larmes coulaient librement sur les joues d'Élise alors qu'elle répondait. « Félix, tu m'as trouvé quand je ne cherchais pas, tu m'as aimé quand je ne m'y attendais pas, et tu m'as montré que les contes de fées commencent parfois après la fin du livre. Je promets d'être à tes côtés dans la joie et la peine, de te rappeler ta valeur au-delà de toute réussite, d'être ton havre de paix et ta plus grande aventure. Je te donne ma confiance, ma loyauté, mon rire, et un amour qui ne fera que grandir avec chaque jour qui passe. Tu es la réponse à une question que mon cœur ne savait pas comment poser. » Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, Félix la prit dans ses bras avec une tendresse qui démentait sa stature puissante. Leur baiser scella des promesses que beaucoup dans l'assistance doutaient de voir durer l'année une romance de mai-décembre entre des mondes trop différents pour vraiment fusionner. La réception qui suivit fut une fusion spectaculaire d'élégance et d'émotion. L'élite de New York se mêla à la famille et aux amis d'université d'Élise, créant des conversations improbables à travers les clivages sociaux. Le champagne coulait de fontaines, un orchestre de 12 musiciens jouait sous des lumières cristallines, et un gâteau à 5 étages orné de fleurs en sucre attendait d'être coupé. Mais la vraie magie vint lors de la première danse du couple, alors que Perfect d'Ed Sheeran remplissait la salle de bal. Félix tenait Élise comme si elle était faite de verre précieux. « Es-tu heureuse, Madame Carvey » murmura-t-il contre son oreille. « Extrêmement » répondit-elle, le cœur débordant. « Bien que je m'habitue encore au nom. »« Élise Carvey » dit-il, le testant sur sa langue. « Ça sonne comme de la poésie. » Du bord de la piste de danse, Robert regardait sa fille avec un mélange d'amour et d'inquiétude persistante. À côté de lui, Margaret lui serra la main. « Elle est radieuse » chuchota T.L. « Elle l'est » concéda T.Il. « Je prie juste pour que ça dure. » De l'autre côté de la pièce, Serena observait le couple avec des yeux calculateurs, sa coupe de champagne serrée trop fort entre ses doigts manucurés. Elle était venue habillée pour tuer dans une robe qui repoussait les limites de la bienséance pour une invitée de mariage, déterminée à rappeler à Félix ce qu'il manquait potentiellement. Mais ses yeux n'avaient pas quitté Élise une seule fois, même pas quand Serena s'était délibérément positionnée dans son champ de vision pendant le cocktail. Tout un spectacle, commenta Winston, un autre membre du cercle social de Félix, en s'approchant d'elle. Donne-lui 6 mois. Il se lassera de jouer au professeur avec la collégienne. Les lèvres rouges de Serena se courbèrent en un sourire prédateur. Peut-être moins, murmura-t-elle. Félix a toujours eu une faible capacité d'attention pour ses projets. Alors que la soirée avançait avec des toasts allant du sincère au maladroitement révélateur, le meilleur ami de Félix, son directeur financier et plus vieil ami, se remémora la transformation de Félix depuis sa rencontre avec Élise. Pour la première fois en 20 ans, il a annulé une réunion du conseil d'administration pour l'emmener au jardin botanique parce que les cerisiers en fleurs lui rappelaient son sourire. C'est là que j'ai su que cette femme avait accompli l'impossible, elle avait fait en sorte que Félix Carvey priorise l'amour sur les affaires. La colocataire d'université d'Élise prit la parole ensuite, son affection évidente à travers des larmes de joie. Élise a toujours vu le meilleur chez les gens. C'est son super pouvoir.
En Félix, elle a trouvé quelqu'un qui voit le meilleur en elle. En tant qu'ami, je ne pourrais rien demander de plus beau que ça. Quand Robert prit le micro à contre-cœur, la salle se tendit. Il s'éclaircit la gorge, regardant d'abord sa fille, radieuse de bonheur, puis son nouveau gendre. Quand Élise nous a parlé de Félix, j'avais mes doutes, commença-t-il sans détour. Je pensais qu'aucun homme, surtout pas un d'un monde si différent, ne pourrait être digne de ma petite fille. Il fit une pause, l'émotion rendant sa voix rauque. Je ne suis toujours pas convaincu qu'un homme puisse être digne d'elle. Mais voir comment Félix regarde ma fille. C'est un regard que je reconnais. C'est comme ça que je regarde sa mère depuis 30 ans. Alors, il leva son verre à Félix et Élise. Que votre amour prouve que les craintes de ce vieil homme étaient infondées. Ces mots, reconnaissant ses inquiétudes tout en offrant une bénédiction timide, firent monter de nouvelles larmes aux yeux d'Élise alors qu'elle articulait silencieusement « Merci, papa » à travers la pièce. La nuit culmina avec Félix emmenant Élise dans une Rolls-Royce vintage décorée de roses blanches, en route pour un jet privé qui les transporterait pour 2 semaines aux Maldives, un paradis de lune de miel avec des bungalows sur pilotis et un lagon turquoise. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel », chuchota Élise alors qu'il se blottissait sur le siège arrière moelleux, sa tête reposant sur son épaule. « Que tu es réel, que nous sommes mariés. » Félix lui releva le menton, ses yeux sérieux dans la pénombre. « Ce n'est que le début, mon amour. Je promets de faire en sorte que chaque jour de notre vie ensemble soit comme celui-ci, chéri, célébré, extraordinaire. » Il l'embrassa avec une telle tendresse que de nouvelles larmes lui montèrent aux yeux. « Tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde, Élise Carvet. » Leur lune de miel se passa dans un brouillard de passion et de rire. Nager avec des raimentas à l'aube, des dîners sous les étoiles les pieds dans le sable chaud, et des nuits d'amour alors que les vagues léchaient les pilotis de leur bungalow créèrent des souvenirs qui semblaient cimenter leurs liens. Dans les moments calmes, ils partageaient des morceaux plus profonds d'eux-mêmes. Félix avoua des insécurités d'enfance qui avaient motivé son ambition implacable. Élise révéla ses rêves d'écrire des livres pour enfants qui aideraient les jeunes lecteurs à comprendre des émotions complexes. « Je veux soutenir ce rêve », dit Félix un soir alors qu'il regardait le coucher de soleil peindre l'horizon en or flamboyant. « Tu as un don pour comprendre les gens, pour rendre les choses difficiles accessibles. » Son encouragement la toucha profondément. « Je craignais que mes propres objectifs semblent insignifiants à côté de tes réalisations. »« Jamais, » dit-il fermement, prenant ses mains dans les siennes. « Ton succès ne menacera jamais le mien, et le mien ne devrait jamais éclipser le tien. Nous nous élevons ensemble, Élise. » La conversation révéla la profondeur de la compréhension qu'ils avaient cultivée, un partenariat bâti sur le respect mutuel au-delà de l'attraction physique et de la connexion émotionnelle qui les avait d'abord rapprochés. De retour à New York, ils emménagèrent dans le penthouse de Félix, maintenant le leur. Élise ajouta des touches qui transformèrent l'espace élégant mais impersonnel en un foyer, des photographies dans des cadres dépareillés, des livres empilés sur les tables basses, des fleurs fraîches dans chaque pièce. Elle organisa son emploi du temps d'études autour des réunions de Félix, déterminée à terminer son diplôme tout en embrassant son nouveau rôle. Pendant 8 semaines idylliques, leur mariage sembla défier tout scepticisme. Ils organisaient des dîners pour des amis de leurs deux mondes, établirent des traditions du dimanche matin avec petit déjeuner au lit suivi de longues promenades à Central Park, et commencèrent à discuter de projets futurs, peut-être une maison de campagne dans le nord de l'État, éventuellement des enfants, une fois qu'Élise aurait terminé son diplôme. Ses parents vinrent pour Thanksgiving, une occasion tendue mais finalement réparatrice, alors que Robert se réchauffait progressivement envers Félix, en particulier lors de conversations tardives où les deux hommes découvrirent des terrains d'entente inattendus concernant les efforts de conservation de l'environnement en Caroline du Sud. « Il n'est pas ce à quoi je m'attendais », admit son père en privé à Élise avant de partir. « Il y a de la substance sous la richesse. Je peux voir pourquoi tu l'aimes. » La reconnaissance signifiait tout pour Élise, qui avait longtemps désiré l'approbation de son père. Alors que novembre se transformait en décembre, la vie semblait parfaite. Un conte de fées devenu réalité grâce à l'amour et à l'engagement. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose commença à changer. Chapitre 4. Des fissures au paradis. Les premiers signes de problème étaient si subtils qu'Élise se convainquit presque qu'elle les imaginait, un dîner annulé ici, un appel manqué là, de petites déceptions facilement expliquées par l'emploi du temps chargé de Félix. Mais alors que les feuilles pourpres d'octobre laissaient place aux branches nues de novembre, la distance entre eux devint plus difficile à ignorer. Félix commença à rentrer plus tard, ses baisers distraits, ses questions sur sa journée superficielle.
Quand elle parlait des éloges de son professeur de littérature pour son analyse de Beloved de Toni Morrison, ses yeux se tournaient vers son téléphone, ses réponses génériques. « C'est super, chérie », disait-il, sans demander les détails qui l'auraient autrefois fasciné. Ce changement coïncida avec une pression croissante chez Carvé Enterprises. Une acquisition majeure avait rencontré des obstacles réglementaires inattendus, créant des crises quotidiennes qui nécessitaient l'attention constante de Félix. Du moins, c'est ce qu'il prétendait quand Élise l'interrogeait doucement sur ses absences croissantes. « Tu savais qui j'étais quand tu m'as épousé », répondit-il un soir, l'irritation perçant dans sa voix. Cette entreprise ne se gère pas toute seule. Les mots durs, si différents de l'homme attentionné qu'elle avait épousé, la blessèrent plus qu'Élise ne le montra. « Je comprends que ton travail est important, dit-elle doucement, mais notre mariage devrait l'être aussi. » Son expression s'adoucit momentanément. « Tu as raison. Je suis désolé. » Il la prit dans ses bras dans une étreinte qui semblait plus habituelle que sincère. « Cet accord est crucial. Une fois qu'il sera conclu le mois prochain, les choses se calmeront. Je te le promets. » Elle voulait le croire, avait besoin de le croire. Mais l'explication ne tenait pas compte d'autres changements troublants, la façon dont il avait commencé à critiquer ses choix vestimentaires, suggérant des tenues plus appropriées pour une Carvé, la fréquence croissante avec laquelle il mentionnait le nom de Serena dans les conversations sur les événements sociaux à venir. « Serena connaît toutes les personnes qui comptent dans le monde de l'art, » commentait-il nonchalamment. « Tu devrais la laisser te présenter lors de l'ouverture de la galerie la semaine prochaine. Ce serait bien pour toi de développer tes propres relations sociales. » La suggestion qu'elle avait besoin de l'aide de son ex-petite amie pour naviguer dans les eaux sociales lui sembla une subtile sape de sa confiance. Plus inquiétant encore était la fréquence à laquelle Serena semblait apparaître aux événements auxquels ils assistaient, toujours impeccablement stylée, cherchant toujours délibérément l'attention de Félix pour des « affaires urgentes » qui nécessitaient d'une manière ou d'une autre une conversation privée. Un soir, Élise prépara le repas préféré de Félix, du saumon noirci avec des légumes rôtis et du riz sauvage, une recette que sa mère lui avait apprise lors de leur dernière visite en Caroline du Sud. Elle dressa la table avec des bougies et des fleurs, vêtue de la robe en soie émeraude qu'il aimait, et attendit. 7 heures passèrent, puis 8. À 9 heures, elle appela son bureau. Monsieur Carvé est parti il y a des heures, l'informa son assistante, la confusion évidente dans sa voix. Vers 5 heures, je crois. Il a mentionné des plans pour le dîner, mais j'ai supposé que c'était avec vous. L'estomac d'Élise se noua alors qu'elle remerciait la femme et raccrochait. Où était-il? Pourquoi n'avait-il pas appelé? Ce n'était pas le Félix qu'elle connaissait, l'homme qui envoyait un texto quand il aurait 5 minutes de retard, qui priorisait leur temps ensemble par-dessus tout. Mais ce Félix était-il réel, ou le mari attentionné et aimant avait-il été un rôle temporaire qui s'estompait maintenant que la nouveauté s'était dissipée? La pensée insidieuse s'infiltra malgré ses tentatives de garder foi en leur connexion. À 23h30, l'ascenseur du Penthouse annonça enfin son arrivée. Élise le rejoignit dans le hall, l'inquiétude et la peine se disputant sur son visage. Les bougies s'étaient consumées, la nourriture était au réfrigérateur depuis longtemps. « Où étais-tu » demanda-t-elle, s'efforçant de ne pas laisser l'accusation percer dans son ton. « J'étais inquiète. » Les yeux de Félix n'osèrent pas rencontrer les siens. Réunion d'urgence avec les investisseurs. Rachel ne te l'a pas dit quand tu as appelé. Le mensonge tomba entre eux, lourd et inattendu. Elle a dit que tu étais parti à 5 heures. Un éclair d'irritation traversa son visage. Elle doit se tromper. C'était un truc de dernière minute. Il passa devant elle vers la chambre, desserrant sa cravate. Je suis épuisé, Élise. On peut parler demain. Élise resta figée, l'odeur d'un parfum inconnu flottant dans son sillage. Pas son habituel eau de Cologne au bois de santal, mais quelque chose de floral et de chair. Quelque chose qui fit douloureusement se contracter son cœur. Le lendemain matin, elle se réveilla dans un lit vide avec un texto, réunion tôt. Ne m'attends pas ce soir. Pas de termes affectueux. Pas de mention de leur dîner manqué. Pas d'excuses pour la soirée gâchée. Quelque chose n'allait vraiment pas. Pendant 2 semaines, Élise tenta de combler le fossé grandissant entre eux. Elle organisa une escapade d'un week-end dans les Catskills, Félix annula à la dernière minute. Elle suggéra de recréer leur premier rendez-vous au restaurant italien du village, il prétendit être trop fatigué après le travail. Elle contacta même son assistante pour bloquer une heure sur son calendrier pour déjeuner avec elle,
pour arriver à son bureau et se faire dire qu'il était parti pour une réunion hors site sans heure de retour précisée. L'explication vint d'une source inattendue. Esther, leur femme de ménage qui travaillait pour Félix depuis des années, trouva Élise en larmes dans la bibliothèque un après-midi. « Madame Carvé, dit-elle avec hésitation, l'inquiétude maternelle l'emportant sur les limites professionnelles, j'ai déjà vu ça. » Vu quoi demanda Élise, essuyant rapidement ses larmes. Esther soupira lourdement. Monsieur Carvé. C'est un homme bon au fond. Mais les hommes puissants comme lui, ils oublient parfois ce qui compte. Surtout quand quelqu'un comme Mademoiselle Harper recommence à tourner autour. La confirmation de ses pires craintes la laissa sans voix. Tu penses qu'il voit Serena? Je travaille ici depuis 15 ans, dit doucement Esther. J'étais là quand ils étaient ensemble avant. Le schéma semble familier, les nuits tardives, la distraction. Elle tapota maladroitement la main d'Élise. Mais vous êtes différente de ces autres relations. Ce que vous avez est réel. Il s'en souviendra. Les mots bien intentionnés offraient peu de réconfort car ils révélaient un schéma qu'Élise ne connaissait pas. Avait-elle été naïve? Juste une autre dans une série de femmes que Félix charmait intensément avant de se lasser? La révélation coïncida avec un nouveau symptôme physique qu'Élise attribua initialement au stress, une nausée matinale persistante qui la laissait étourdie et faible. Après une semaine d'inconfort croissant, elle acheta un test de grossesse, plus pour éliminer la possibilité que pour confirmer un soupçon. En regardant le résultat positif dans ses mains tremblantes, Élise ressentit une vague complexe d'émotions, joie, terreur, l'espoir que cela pourrait peut-être raviver l'attention déclinante de Félix. Ils avaient parlé d'enfants comme d'un rêve lointain, pas d'un projet immédiat. Pourtant, voici la vie, créée dans l'amour malgré la discorde actuelle. Ce soir-là, elle se prépara à partager la nouvelle, dressant la table avec des roses bleues et roses, une minuscule paire de chaussons de bébé nichés parmi elles. Une fois de plus, elle attendit. Une fois de plus, Félix avait des heures de retard. Quand il arriva enfin, son attitude était différente, tendue, presque volatile. Il se versa un généreux scotch avant même de reconnaître sa présence. « Nous devons parler, dit-il, sa voix anormalement contrôlée. Élise désigna la table dressée, sa surprise préparée lui semblant soudainement enfantine et naïve. « J'espérais aussi que nous parlerions. » Mais Félix ne jeta même pas un regard à son arrangement soigné. Il arpentait le salon, son scotch à la main, comme un prédateur en cage. « Ça ne marche pas, Élise. » 4 mots simples qui firent voler son monde en éclats. « Qu'est-ce qui ne marche pas » demanda-t-elle, sa voix faible. « Ce mariage. Nous. » Il vida son verre, le posant avec une force inutile. « J'ai fait une erreur. » Élise sentit la pièce basculer, ses genoux faiblissant alors qu'elle s'affaissait sur le canapé. « Une erreur » répéta-t-elle, les mots creux dans sa bouche. « Notre amour était une erreur ?» Je me suis laissé emporter par quelque chose qui n'était pas réel, sa voix se durcit, toute trace de l'homme tendre qu'elle avait épousé disparaissant sous ses yeux. Tu étais différente, rafraîchissante, une nouveauté. Mais la réalité est que nous venons de mondes différents. C'était insensé de penser que cela pourrait durer. Le rejet cruel de tout ce qu'ils avaient partagé semblait calculé pour blesser, comme s'il avait besoin de la détruire complètement pour justifier ses actions à ses propres yeux. À ce moment, Élise entrevit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en leurs mois ensemble, le côté de Félix façonné par le privilège et le pouvoir, l'homme habitué à se débarrasser de tout ce qui ne lui servait plus. « Qu'est-ce qui a changé » demanda-t-elle, luttant pour maintenir sa dignité malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. « Il y a 3 mois, tu as juré de m'aimer pour toujours. » La mâchoire de Félix se crispa, un muscle tressaillant sous sa peau. Les gens changent. Les sentiments changent. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La question qu'elle redoutait de poser, la réponse qu'elle connaissait déjà. Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Félix. Est-ce que ça a de l'importance? La confirmation dans sa non-réponse fut comme un coup physique. Ça a de l'importance pour moi, réussit-elle à dire. Très bien. Oui. Il reprit sa marche. Serena et moi nous sommes reconnectés à la vente aux enchères de charité le mois dernier. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Élise. Nous l'avons toujours été. Elle comprend mon monde, mes obligations, mon style de vie. Et pas moi? Après tout ce que nous avons partagé? L'injustice de la situation fit naître de la colère à travers son chagrin. J'ai tout fait pour comprendre ton monde,
Félix, alors que tu as fait un effort minimal pour comprendre le mien. Il fit un geste de la main dédaigneux. C'est exactement le problème. Tu ne devrais pas avoir à essayer si fort. Ça devrait être naturel. Le sous-entendu était sans équivoque, leurs différences culturelles, raciales, socio-économiques s'étaient finalement avérées trop importantes pour que Félix les surmonte. Les valeurs progressistes qu'il prônait pendant leur course étaient effondrées sous la pression de son cercle social, révélant des préjugés profondément enracinés qu'il n'avait peut-être jamais pleinement reconnus en lui-même. « Je veux que tu partes d'ici la fin de la semaine », la voix de Félix était maintenant professionnelle, comme s'il discutait d'un changement d'horaire mineur plutôt que de démolir sa vie. « Je ferai rédiger les papiers du divorce par mes avocats. Tu seras bien pourvu, bien sûr. » La main d'Élise se posa instinctivement sur son ventre encore plat. « Et notre bébé ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. Pour la première fois ce soir-là, Félix parut véritablement surpris, son sang-froid se fissurant. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Je suis enceinte, Félix. » Elle désigna la table oubliée avec ses minuscules chaussons. « C'est ce que je voulais te dire ce soir. » Son expression passa du choc à quelque chose de plus sombre, de plus calculateur. « Est-ce que c'est le mien ?» La question, si absurde, si profondément insultante, alluma en Élise un feu qui brûla à travers sa dévastation. Elle se leva lentement. « Comment oses-tu, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Tu sais que je n'ai jamais été avec personne d'autre que toi. » Quelque chose de lait traversa les beaux traits de Félix. « Ah oui ? Tu m'as piégé une fois avec le mariage. Un bébé serait le rappel parfait, n'est-ce pas ? » Te piéger, répéta Élise, incrédule. Tu m'as courtisé. Tu m'as demandé en mariage. Tu as juré devant Dieu et tous ceux que nous aimions de me chérir pour toujours. Les choses changent, dit-il d'un air dédaigneux. Les gens réalisent leurs erreurs. À ce moment, en regardant dans les yeux froids de l'étranger qui portait le visage de son mari, Élise comprit que l'homme qu'elle avait épousé n'avait soit jamais vraiment existé, soit avait été consumé par quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. De toute façon, il était parti. « Je partirai demain, dit-elle doucement, la dignité remplaçant son désespoir antérieur. Mais pas parce que tu me jettes, mais parce que je mérite mieux qu'un homme qui se débarrasse de ses promesses comme du journal d'hier. » Le rire de Félix était amer. Toujours si poétique. C'est la vraie vie, Élise, pas l'un de tes devoirs de littérature. Et dans la vraie vie, les gens comme nous ne finissent pas ensemble. Les gens comme nous, fit-elle écho. Il fit un geste dédaigneux de la main vers elle. Regarde-toi. Une étudiante boursière de Caroline du Sud qui n'a rien à offrir que de jolis mots. Et regarde-moi. As-tu vraiment cru que ça durerait ? La façade était complètement tombée, révélant non seulement la trahison de l'infidélité, mais un préjugé plus profond, plus insidieux. In vino veritas ou dans ce cas, dans le scotch et la colère, la vérité émergea. Ces mots suivants confirmèrent ses pires craintes. Soyons honnêtes, Élise. La couleur de ta peau était exotique, amusante pendant un certain temps. Mais j'ai une réputation à maintenir, des investisseurs à satisfaire. Serena correspond à l'image. Tu n'étais qu'une expérience. La crudité de son racisme la laissa momentanément sans voix. Il ne s'agissait pas seulement d'une autre femme. Il s'agissait de qui Élise était fondamentalement et quelque chose qu'elle ne pourrait jamais changer, quelque chose qu'il avait autrefois prétendu chérir. « Sors, murmura-t-elle, les larmes brûlant ses joues. Sors de cet appartement tout de suite. Je serai partie demain matin, mais je ne peux pas passer une minute de plus avec le monstre que tu es devenu. » Pendant un instant, quelque chose comme du regret vacilla sur son visage, si brièvement qu'elle aurait pu l'imaginer. Puis son expression se durcit à nouveau. Très bien. Je dormirai au plaza. Mes avocats te contacteront au sujet de l'enfant, si tant est qu'il soit le mien. Sur ces derniers mots, il se tourna et partit, les portes de l'ascenseur se refermant comme un point final sur la dernière phrase de leur relation. Seule dans le Penthouse qui avait brièvement été sa maison, Élise enlaça son ventre, protectrice de la petite vie qui grandissait en elle. « C'est juste toi et moi maintenant, petit bout, murmura-t-elle. Mais je te promets que nous nous en sortirons. » Ce qu'elle ne pouvait pas savoir alors, c'est à quel point la trahison de Félix deviendrait cruelle, ou jusqu'où il s'abaisserait pour l'effacer de sa vie.
Elle n'aurait pas pu non plus imaginer comment les circonstances le forceraient finalement à affronter la laideur de ses actions et l'authenticité de l'amour qu'il avait si négligemment rejeté. Chapitre 5. L'abandon cruel. L'aube se leva sur Manhattan, projetant une lumière dorée sur le Pentouse qu'Élise n'appellerait plus jamais sa maison. Elle n'avait emballé que ce qui lui appartenait vraiment, les vêtements qu'elle avait apportés de son ancien appartement, les livres d'avant leur mariage, les quelques bijoux qui étaient des cadeaux de ses parents. Tout le reste, les robes de créateur que Félix avait insisté pour lui acheter, le bracelet en diamant pour leur premier mois d'anniversaire, même son alliance, elle le laissa sur la coiffeuse en marbre avec une simple note, « Je n'ai jamais voulu ces choses. Je ne voulais que ton amour. » Ses mains tremblaient alors qu'elle fermait sa valise, l'épuisement d'une nuit blanche de larmes rendant même les tâches simples difficiles. Le bébé et leur bébé n'étaient qu'un amas de cellules à 8 semaines, mais déjà Élise se sentait farouchement protectrice, murmurant des promesses en posant une main sur son abdomen. « Nous n'avons pas besoin de lui, murmura-t-elle. Nous nous en sortirons très bien toutes seules. » Mais où irait-elle? La fierté l'empêchait d'appeler ses parents. Comment admettre qu'ils avaient eu raison depuis le début, que le conte de fées avait été une illusion cruelle? Ses amis de l'université s'étaient dispersés après l'obtention de leur diplôme, la plupart commençant leur carrière dans d'autres villes. Les quelques-uns qui restaient à New York avaient de minuscules appartements déjà partagés avec plusieurs colocataires. Et ses économies, la maigre somme qu'elle avait mise de côté grâce à son travail à temps partiel sur le campus ne duraient pas 2 semaines à Manhattan. Alors qu'elle attendait l'ascenseur, le téléphone d'Élise vibra avec un message texte. Le nom de Félix apparut à l'écran, envoyant son cœur dans des spasmes douloureux. « Mes avocats te contacteront concernant la procédure de divorce. Les serrures seront changées d'ici midi. Laisse ta clé au portier. N'essaie plus de me contacter directement. » Aucune mention de leur enfant, aucune reconnaissance de la vie qu'ils avaient partagée ou des promesses rompues. Juste des instructions froides et pratiques, comme si elle était une affaire commerciale gênante à traiter par des subalternes. Le portier, qui l'avait toujours salué avec un sourire chaleureux, ne put la regarder dans les yeux alors qu'elle lui remettait sa carte clé. Félix avait-il déjà empoisonné même cette petite relation? Ou l'homme était-il simplement embarrassé pour elle, une autre jeune épouse jetée par un homme riche? « Puis-je vous appeler un taxi, Madame Carvey » demanda-t-il doucement. « C'est Mademoiselle Thompson maintenant » corrigea-t-elle, redressant les épaules malgré le poids écrasant sur son cœur. « Et non merci. Je vais marcher. » Marcher où? La question résonnait à chaque pas alors qu'elle traînait sa valise le long de Madison Avenue, les navetteurs du matin passant en un flot de costumes sur mesure et de démarches déterminées. Finalement, elle se retrouva dans un petit café du village, commandant un thé qu'elle ne pouvait pas se permettre simplement pour avoir un endroit où s'asseoir pendant qu'elle rassemblait ses esprits. L'après-midi, la réalité s'était pleinement installée. Elle avait besoin d'un revenu immédiat et d'un endroit où rester. Sa bourse de Columbia couvrait les frais de scolarité mais pas les frais de subsistance. Avec un bébé à venir, continuer ses études tout en travaillant à plein temps semblait une montagne impossible à gravir. Pourtant, abandonner son diplôme, le rêve qu'il avait porté de la Caroline du Sud à New York lui semblait comme abandonner la dernière partie d'elle-même. Au cours des 3 jours suivants, Élise séjourna dans une auberge de jeunesse, postulant à tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Ses qualifications en 3 ans d'un diplôme d'anglais et une expérience de guide touristique sur le campus n'impressionnèrent pas dans une ville regorgeant de diplômés surqualifiés. Le 4e jour, la panique commença à s'installer. L'auberge exigeait le paiement pour une autre semaine qu'elle ne pouvait pas se permettre. Les nausées matinales rendaient les entretiens difficiles, et toujours aucune offre d'emploi ne se matérialisait. Le 7e jour après avoir quitté le Pentouse, alors que la pluie tombait d'un ciel gris de fer, Élise se tenait devant un Starbucks de Midtown, regardant l'affiche « Barista recherché » dans la vitrine. Pas son emploi de rêve, même pas proche de la carrière dans l'édition qu'elle avait prévue. Mais il offrait un emploi immédiat, des avantages sociaux, et surtout, un salaire. « Je peux faire du café » se dit-elle, une main posée protectriquement sur son ventre légèrement arrondi. « Pour toi, je peux tout faire. » La gérante, une femme aux yeux bienveillants nommée Nora, l'embaucha sur le champ, sentant peut-être le désespoir sous l'extérieur soigneusement composé d'Élise. « Vous pouvez commencer demain, dit-elle. Poste du matin, de 5h à 13h. » Ce soir-là, avec sa première lueur d'espoir depuis des jours, Élise trouva un minuscule studio à Washington Heights, loin du luxe qu'elle avait brièvement connu, mais propre et sûr, avec une kitchenette et une salle de bain partagées dans le couloir.
Le propriétaire exigeait le premier et le dernier mois de loyer qu'elle n'avait pas. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, je commence un nouveau travail demain. Je peux vous payer la moitié maintenant et la moitié avec mon premier salaire. » Quelque chose dans ses yeux, la détermination mêlée à la peur, a dû l'émouvoir. « Premier mois seulement, » concéda-t-il sèchement. « Mais si vous êtes en retard pour le deuxième paiement, vous êtes dehors. » Pas d'exception. L'appartement était à peine assez grand pour un matelas simple et une petite commode. Les murs portaient des taches d'eau et la seule fenêtre donnait sur une cour intérieure. Mais alors qu'Élise étendait sa seule parure de drap sur le matelas d'occasion, elle ressentit un étrange sentiment de propriété que le Penthouse ne lui avait jamais procuré. Cet espace, si humble soit-il, était le sien seul. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Félix était assis dans son Penthouse fraîchement redécoré, toute trace d'Élise méticuleusement effacée et examinant les papiers de divorce que ses avocats avaient préparés. À côté de lui, Serena se prélassait, ses ongles rouges s'entraçant des motifs sur son bras alors qu'elle regardait les documents. « Tu es plus que généreux », commenta-t-elle, notant le montant de l'indemnité. « Après ce qu'elle a fait, essayer de te piéger avec une grossesse. » La mâchoire de Félix se crispa. « Nous ne savons pas si c'est le mien. » « Bien sûr que non », apaisa Serena, bien qu'un doute vacillât brièvement dans ses yeux. Elle connaissait Félix depuis des années, avait observé sa cour calculée d'Élise avec une jalousie à peine voilée. Le moment de la grossesse correspondait parfaitement à leur mariage, mais reconnaître cette vérité ne servirait pas ses desseins. Elle prendra l'argent et disparaîtra. Ensuite, nous pourrons enfin avancer avec nos plans. Ce que ni l'un ni l'autre ne mentionna fut la scène horrible qui s'était déroulée le matin après le départ d'Élise. Serena était arrivée au Penthouse avec du champagne pour célébrer leur liberté, pour trouver Félix debout dans la chambre, tenant la note d'abandon d'Élise avec une expression d'angoisse si brute qu'elle l'avait momentanément effrayé. « Elle a tout laissé », avait-il murmuré, désignant les bijoux soigneusement disposés sur la coiffeuse. Chaque cadeau, chaque gage. Pendant un bref instant, le doute avait traversé ses traits, une reconnaissance de ce qu'il avait jeté. Serena s'était rapidement déplacée pour combler cet espace dangereux de réflexion, prenant la note de ses mains et la déchirant en morceaux. « Elle te manipule », avait-elle insisté. « C'est ce que font les filles comme elle. Elle joue sur tes sentiments. Le fait qu'elle ait laissé ces choses prouve juste qu'elle en avait après ton argent depuis le début. Si elle se souciait vraiment des cadeaux parce qu'ils venaient de toi, elle les aurait gardés. » Ces mots, précisément calculés pour remuer le couteau des insécurités de Félix, avaient fait leur effet. Le soir venu, son regret momentané s'était durci en une résolution amère, ses souvenirs de l'amour d'Élise recadrés comme une tromperie calculée. Les semaines passèrent. L'automne céda la place à l'hiver. Manhattan se transforma avec des lumières scintillantes et des décorations de Noël. Élise s'installa dans une routine, se lever à 4 heures du matin pour son service chez Starbucks, suivre des cours en ligne l'après-midi pour continuer ses études, et s'endormir épuisée à 21 heures. Son ventre de femme enceinte grandissait régulièrement, visible maintenant sous ses pulls trop grands. Les vitamines prénatales régulières et un budget serré pour une nourriture nutritive consommaient la majeure partie de son salaire, laissant peu pour les extras comme le chauffage. Les nuits de décembre les plus froides, elle dormait en plusieurs couches de vêtements, récitant de la poésie à son enfant à naître pour se distraire du froid. Elle avait reçu les papiers de divorce, livrés de manière agressive par un coursier à Starbucks après que les enquêteurs de Félix eurent découvert son emploi. Le règlement proposé était substantiel, assez pour subvenir à ses besoins pendant des années, mais il était assorti de stipulations écrasantes, renonciation totale aux droits parentaux pour Félix, un accord de non-divulgation complet lui interdisant de jamais parler de leur relation, et un test ADN obligatoire de l'enfant à la naissance. Le message implicite était clair, Félix était prêt à payer grassement pour effacer à la fois Élise et son enfant potentiel de sa vie de façon permanente. La cruauté de la chose, le rejet froid d'une vie qu'il avait aidé à créer, l'avait laissé en sanglots dans les toilettes des employés pendant sa pause. « Je ne prendrai pas son argent », avait-elle décidé cette nuit-là, déchirant les papiers en lambeaux. À la place, elle renvoya les documents déchiquetés avec une seule phrase écrite sur une fiche, « Nous voulons ton amour, pas l'argent de ta culpabilité ». La réponse vint par une lettre sèche de ses avocats. Si elle refusait le règlement, ils poursuivraient des mesures agressives pour prouver que l'enfant n'était pas de Félix, incluant potentiellement des tests prénatals invasifs et des dépositions publiques sur sa vie personnelle. La menace était claire, accepter ces conditions ou être détruite. Élise n'avait aucune ressource pour une bataille juridique, aucun moyen de combattre l'armée d'avocats à la disposition de Félix.
Les mains tremblantes, elle avait signé les papiers révisés, acceptant un soutien financier pour l'enfant mais refusant le règlement personnel. Sa seule exigence était que Félix lui-même signe une déclaration reconnaissant la paternité, une fois que l'ADN l'aurait confirmé, même s'il ne voulait aucune relation avec son enfant. Votre client peut m'effacer de sa vie, avait-elle écrit dans sa réponse, mais il ne peut pas effacer son propre sang. Cet enfant mérite de savoir que son père l'a reconnu, même s'il a choisi l'absence. Noël approchait, apportant avec lui une solitude profonde qu'Élise n'avait jamais connue. Ses parents avaient appelé à plusieurs reprises, de plus en plus inquiets de ses explications vagues sur son mariage. Incapable de supporter leurs questions ou leurs déceptions, elle avait progressivement cessé de répondre, n'envoyant que des textos occasionnels pour les assurer qu'elle allait bien. Le bébé, actif maintenant avec des coups de pied qui la réveillaient parfois la nuit, était son seul compagnon, le seul cœur qui battait au rythme du sien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la nouvelle année apporterait une rencontre qui briserait la paix fragile qu'elle avait réussi à construire et mettrait en branle des événements qui transformeraient à la fois sa vie et celle de Félix pour toujours. Chapitre 6. Une rencontre fatidique. Le vent de janvier coupait à travers Manhattan comme un couteau, transformant la ville en un paysage de silhouettes emmitouflées se précipitant entre des havres de chaleur. 6 mois s'étaient écoulés depuis que le monde d'Élise s'était effondré. Son ventre s'arrondissait maintenant de manière proéminente sous son tablier Starbucks, attirant des regards occasionnels de sympathie de la part des clients réguliers qui avaient vu sa grossesse progresser de l'automne à l'hiver. « Tu devrais t'asseoir plus souvent », la réprimanda gentiment Nora, sa gérante, alors qu'Élise équilibrait un plateau de pâtisserie fraîchement cuite. « Tu es dans ton 3e trimestre maintenant. »« Je vais bien », insista Élise, bien que la douleur persistante dans le bas de son dos suggérât le contraire. Son médecin l'avait mise en garde contre le travail debout pendant des quarts de 8 heures, mais prendre un congé signifiait perdre un revenu dont elle avait désespérément besoin avant l'arrivée du bébé en mars. Le Starbucks de Midtown où elle travaillait était haut de gamme, stratégiquement situé près de plusieurs sièges sociaux d'entreprises et de boutiques de luxe. Des cadres en manteau sur mesure et bottes de créateurs défilaient chaque matin, la plupart trop absorbés par leur téléphone pour remarquer la barista enceinte préparant soigneusement leurs commandes compliquées. Élise préférait ainsi, l'anonymat était devenu son bouclier, sa protection contre les chuchotements qui l'avaient suivi pendant ces dernières semaines douloureuses en tant qu'épouse de Félix. Ce soir-là, alors que la nuit tombait tôt et que la neige commençait à saupoudrer les trottoirs, Élise nettoyait le comptoir lorsque la cloche au-dessus de la porte sonna. Elle leva les yeux automatiquement, le « bienvenue » habituel se figeant sur ses lèvres alors que son cœur s'arrêtait de battre. Félix se tenait dans l'embrasure de la porte, plus beau que ses souvenirs ne l'avaient conservé, son manteau en poil de chameau saupoudré de flocons de neige, ses yeux bleus parcourant le menu au-dessus de sa tête. Il n'était pas seul. Serena s'accrochait à son bras, resplendissante dans un manteau de fourrure blanche et des gants en cuir rouge, ses cheveux blonds coiffés en un chignon élégant. Le temps sembla ralentir alors que le monde d'Élise se réduisait à ce moment impossible. Elle ne l'avait pas vu depuis cette nuit, il y a 6 mois, avait activement évité tout endroit où il pourrait se trouver, avait cessé de lire les nouvelles ou les magazines qui pourraient porter son image. Pourtant, il était là, entrant nonchalamment dans son sanctuaire, ignorant que la femme dont il avait brisé le cœur se tenait à quelques mètres de là. « Cache-toi à l'arrière », murmura Nora avec urgence, reconnaissant la terreur figée sur le visage d'Élise. « Je m'occupe du comptoir. » Mais avant qu'Élise ne puisse bouger, le regard de Serena parcourut paresseusement la boutique et se posa sur le sien. La reconnaissance fusa instantanément, suivie par quelque chose de cruel et de satisfait. Elle tira sur la manche de Félix, lui chuchotant à l'oreille tout en maintenant le contact visuel avec Élise. La tête de Félix se redressa brusquement, son expression passant rapidement par le choc, l'incrédulité, puis quelque chose d'illisible alors que ses yeux tombaient sur son ventre proéminent. « Eh bien, c'est inattendu », lança Serena d'une voix traînante, assez fort pour que les clients à proximité entendent. S'encanailler derrière un comptoir de café, Élise. Comme c'est approprié. Le café se tut, les conversations s'arrêtant alors que les clients sentaient la tension crépiter entre les 3 personnages. Les joues d'Élise brûlaient d'humiliation, mais elle se força à se redresser, une main protectrice posée sur son ventre. « Bienvenue chez Starbucks », dit-elle d'une voix égale, le professionnalisme étant sa seule défense. « Que puis-je vous servir ?» Félix semblait incapable de parler, ses yeux fixés sur sa silhouette enceinte. 6 mois de grossesse maintenant, il ne pouvait y avoir aucun doute que l'enfant qu'elle portait avait été conçu pendant leur mariage. Le timing était irréfutable.
Les lèvres rouges de Serena se courbèrent en un sourire malicieux. N'est-ce pas adorable? Jouer à être autonome. Elle se tourna vers Félix. Chérie, n'est-ce pas admirable comment ton cas de charité a trouvé son niveau naturel? Ça suffit, la voix de Félix était tendue, quelque chose comme un malaise vacillant sur ses traits. Il sortit son portefeuille. Nous partons. Oh, mais j'ai soudainement envie d'un café, insista Serena en s'approchant du comptoir, ses yeux froids évaluant Élise comme un prédateur évaluant une proie blessée. Tu sais, Félix disait justement qu'il ne peut pas imaginer comment quelqu'un peut s'en sortir avec le salaire minimum. Pourtant, te voilà, prouvant que n'importe qui peut jouer à l'indépendance jusqu'à ce que la réalité s'impose. Les mains d'Élise tremblaient légèrement alors qu'elle prenait une tasse, déterminée à ne pas donner à Serena la satisfaction de la voir s'effondrer. Votre commande, s'il vous plaît. Un chelat venti, répondit doucement Serena, et peut-être quelques conseils sur les agences d'adoption. Vous n'allez sûrement pas élever un enfant dans les conditions sordides dans lesquelles vous vivez maintenant. La tasse glissa des doigts d'Élise, claquant sur le comptoir. Mon enfant ne vous regarde pas, dit-elle doucement, sa voix ferme malgré les battements de son cœur. Serena, ça suffit. La voix de Félix contenait maintenant un avertissement, ses yeux ne quittant pas le ventre d'Élise, quelque chose de compliqué et de douloureux traversant son expression. Nous partons maintenant. Mais Serena n'avait pas fini. Elle se pencha plus près, son doigt parfaitement manucuré tapotant le comptoir entre elles. Tu aurais dû prendre l'argent quand on te l'a offert, petite. Jouer les martyrs peut sembler noble, mais quel genre de mère choisit la fierté plutôt que le bien-être de son enfant? Pas étonnant que Félix ait réalisé son erreur si rapidement. Chaque mot était une frappe de précision contre les insécurités les plus profondes d'Élise, des peurs qui l'avaient tenue éveillée d'innombrables nuits, alors qu'elle se demandait si sa détermination à aller de l'avant de manière indépendante était égoïste, si son enfant pourrait souffrir de son refus d'accepter le règlement de Félix. Mon enfant aura tout ce qui compte, répondit Élise, se surprenant elle-même par l'acier dans sa voix. L'amour, l'honnêteté, l'intégrité. Des choses que l'argent ne peut pas acheter et que vous ne pouvez manifestement pas comprendre. La forte inspiration de Félix suggéra que ces mots avaient atteint leur cible. Il attrapa brutalement le coude de Serena. On a fini ici. Mais Serena se dégagea, son masque composé glissant pour révéler la jalousie en dessous. Est-ce que votre gérante sait que vous harcelez les clients, barista? Peut-être devrions-nous lui parler de votre attitude. C'est moi la gérante, intervint fermement Nora en se plaçant à côté d'Élise. Et je pense qu'il est temps pour vous de partir. Nous nous réservons le droit de refuser le service à quiconque crée un environnement hostile. Pour la première fois, l'incertitude vacilla sur les traits parfaits de Serena. Être publiquement renvoyé ne faisait pas partie de son plan d'humiliation calculé. Viens, pressa Félix, ses yeux se promenant mal à l'aise dans le café maintenant silencieux où plusieurs clients observaient ouvertement le drame se dérouler. C'est indigne de nous. Indigne de nous, répéta Serena avec un rire creux. Oui, exactement. Comme ton erreur passée. Elle jeta un dernier regard méprisant sur le ventre gonflé d'Élise. Bien que je suppose que nous devrions la remercier d'avoir confirmé ce que nous savions déjà. Elle t'a piégé avec le plus vieux tour du monde. Pathétique. Quelque chose en Élise, peut-être les hormones qui déferlaient dans son système, peut-être des mois de rage refoulée, peut-être l'instinct protecteur féroce de la maternité imminente craqua au mot cruel de Serena. Vous ne savez rien de l'amour, dit-elle, sa voix portant clairement à travers le café silencieux. Vous avez poursuivi un homme qui s'est tenu devant Dieu et s'est promis à une autre. Vous avez aidé à détruire un mariage et une famille sans le moindre remords. Et maintenant, vous vous tenez ici, affichant votre relation construite sur la trahison, et vous avez l'audace de me traiter de pathétique. Ses yeux se tournèrent vers le visage choqué de Félix. J'ai pitié de vous deux. Le teint de Félix avait perdu toute couleur, sa mâchoire si serrée qu'un muscle tressautait sous sa peau. Pendant un instant, un battement de cœur, quelque chose comme une reconnaissance fusa dans ses yeux, comme s'il voyait au-delà des mois de manipulation de Serena, vers une vérité qu'il avait enterrée. Allons-y, dit-il d'une voix rauque, tirant physiquement Serena vers la porte. Ce n'est pas fini, siffla Serena alors qu'on l'entraînait, sa façade composée se fissurant complètement. Tu le regretteras, je te le promets. La cloche tinta durement alors qu'ils sortaient dans la nuit enneigée, laissant derrière eux un café rempli de clients aux yeux écarquillés et une barista enceinte s'accrochant au comptoir pour se soutenir alors que ses genoux menaçaient de céder. Prends une pause, ordonna doucement Nora,
conduisant Élise vers l'arrière-salle. Tout de suite. Une fois derrière la porte fermée de la zone des employés, le sang-froid soigneusement entretenu d'Élise vola en éclats. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des mois coulèrent sur ses joues alors que son corps était secoué de sanglots silencieux. Le bébé donna des coups de pied furieux, répondant à la poussée d'hormones de stress qui inondait son système. « Je suis désolée, petit bout », murmura-t-elle en caressant son ventre. « Je suis tellement désolée. »« C'est le père ?» demanda tranquillement Nora en tendant un verre d'eau à Élise. Élise hocha la tête, incapable de former des mots à travers ses larmes. « Et il t'a quitté alors que tu étais enceinte ?» L'incrédulité et le dégoût teintaient la voix de Nora. « Il ne savait pas », réussit à dire Élise après un moment. « Pas quand il a mis fin à notre relation. Je lui ai dit ce soir-là, mais il m'a accusé de l'avoir piégé, a suggéré que le bébé n'était pas le sien. »« Jésus » souffla Nora, s'asseyant lourdement à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'il t'a vu, qu'il a vu ?» Elle désigna le ventre proéminent d'Élise. C'était la question qu'Élise se posait depuis le moment où les yeux choqués de Félix avaient enregistré sa grossesse. La vérité était qu'elle ne savait pas. L'indépendance fragile qu'elle avait construite ces derniers mois semblait soudainement terrifiante et vulnérable. Et si la menace de départ de Serena n'était pas vaine? Et si Félix, confronté à la preuve indéniable de son enfant, décidait d'utiliser sa richesse et son pouvoir pour prendre le bébé une fois né? Je ne sais pas, admit-elle en sanglotant. Je ne sais tout simplement pas. Ce que ni l'une ni l'autre n'aurait pu anticiper, c'est que de l'autre côté de la ville, à l'arrière de sa voiture avec chauffeur, Félix était assis dans un silence rigide, sourd à la tirade continue de Serena sur la rencontre. Son esprit rejouait l'image d'Élise, son visage plus mince, des cernes sous les yeux, sa peau tendue sur la preuve indéniable de son enfant, se tenant fièrement derrière ce comptoir malgré tout ce qu'il lui avait fait. Pour la première fois en 6 mois, le doute fissura le récit que Serena avait si soigneusement construit. Et dans cette petite fissure, une honte longtemps enfouie commença à prendre racine. Ni Félix ni Élise n'auraient pu prédire comment leur monde se heurterait à nouveau, ni à quel point leur vie serait transformée par les événements que cette rencontre fatidique mettrait en branle. Chapitre 7. L'effondrement. Élise réussit à terminer son service, ses mouvements mécaniques masquant la tempête qui faisait rage en elle. Chaque geste faire mousser le lait, moudre les grains, offrir des sourires répétés aux clients exigeait une concentration qui la distrayait momentanément de la douleur sourde qui se propageait dans sa poitrine. Les clients qui avaient assisté à la confrontation lui jetaient des regards compatissants, quelques-uns laissant des pourboires inhabituellement généreux avec des mots d'encouragement chuchotés qui menaçaient de briser son fragile sang-froid. « Cette femme a été horrible avec vous », murmura un habitué âgé alors qu'Élise lui tendait son cappuccino du soir. « Certaines personnes n'ont pas de cœur. » Elle hocha simplement la tête, incapable de faire confiance à sa voix. Si seulement il connaissait toute l'histoire que le bel homme au manteau camel était son mari, que l'enfant qu'elle portait était le sien, qu'elle avait autrefois cru en un amour si parfait qu'il semblait écrit dans les étoiles. Maintenant, ces mêmes étoiles se moquaient d'elle avec leur lumière froide et distante. Tout au long de l'après-midi, Élise avait remarqué un inconfort croissant, une douleur sourde et persistante dans le bas de son dos, des contractions occasionnelles à travers son abdomen qu'elle attribuait au stress. À l'heure de la fermeture, la douleur s'était intensifiée, accompagnée d'une lourdeur qui faisait de chaque mouvement un effort. Pourtant, elle ignora ces signes avant-coureurs, se concentrant simplement sur le fait de tenir le coup jusqu'à ce qu'elle puisse s'effondrer dans l'intimité de son minuscule appartement. « Je te raccompagne », insista Nora lorsque l'heure de la fermeture arriva enfin. La neige s'était intensifiée, transformant Manhattan en un paysage scintillant et dangereux de bâtiments aux toits blancs et de trottoirs glissants. La belle chute de neige qui aurait autrefois ravi Élise lui semblait maintenant un autre obstacle à surmonter. « Je vais bien », protesta faiblement Élise, bien que la pensée du long trajet en métro jusqu'à Washington Heights lui parut soudainement insurmontable. Son corps était plus lourd que d'habitude, un épuisement profond s'installant dans ses membres qui allait au-delà de la fatigue normale de la grossesse et d'un quart de 8 heures. « Ce n'est pas une demande », répondit fermement Nora, observant les mains tremblantes d'Élise qui luttaient avec les boutons de son manteau. « Tu as eu un choc, et dans ton état. » La mention de son état envoya une nouvelle douleur irradiant à travers Élise. Voir Félix, assister à son dégoût évident en la trouvant travaillant comme barista, enceinte de l'enfant qu'il niait, avait rouvert des blessures qu'elle pensait commencer à guérir. Les murs soigneusement construits qui avaient protégé son cœur ces derniers mois s'étaient effondrés à la simple vue de son visage. La semaine précédente, sa grossesse avait commencé à montrer des symptômes plus prononcés, des chevilles enflées en fin de journée,
des étourdissements occasionnels en se levant trop vite, et une pression artérielle accrue lors de son dernier contrôle prénatal. Son médecin l'avait mise en garde de réduire le stress et de surveiller les signes avant-coureurs comme les maux de tête ou les troubles visuels. Aujourd'hui, la confrontation avec Félix et Serena avait déclenché exactement le type de détresse émotionnelle qu'elle était censée éviter. Dehors, le vent glacial de janvier lui coupa le souffle, cristallisant les larmes qui menaçaient encore au coin de ses yeux. La neige tourbillonnait en motifs hypnotiques sous les lampadaires, chaque flocon une petite chose parfaite, fragile et temporaire, comme l'amour qu'elle avait cru éternel. Les bruits de la ville semblaient étouffés par la neige, créant un silence étrange qui correspondait au vide qui résonnait en elle. Elle n'avait fait que quelques pas quand Élise ressentit une étrange sensation, un étourdissement qui fit que les lampadaires se brouillèrent en traînées de brume dorée, suivi d'une crampe qui la plia en deux. L'inconfort était différent des contractions de Braxton X qu'elle avait parfois ressenties, plus aigus, plus insistants, accompagné d'une sensation d'humidité entre ses cuisses qui fit courir une peur primale dans ses veines. Élise. La voix de Nora semblait venir de très loin, passant à travers le coton qui semblait remplir les oreilles d'Élise. « Oh mon Dieu, tu saignes !» Elle essaya de répondre, d'articuler la terreur qui s'emparait soudain de son cœur, mais l'obscurité empiétait sur les bords de sa vision, une marée noire montant pour réclamer sa conscience. La dernière chose qu'Élise enregistra avant de perdre connaissance fut le baiser froid des flocons de neige sur son visage tourné vers le ciel, la sensation terrifiante de tomber. Tomber. Et la voix paniquée de Nora appelant à l'aide. Des sirènes, des lumières fluorescentes dures, des mains étranges touchant son ventre. Ces fragments pénétrèrent le brouillard alors qu'Élise dérivait entre conscience et inconscience à l'intérieur de l'ambulance. Des visages masqués planaient au-dessus d'elle, des voix urgentes mais contrôlées alors qu'il travaillait sur son corps qui ne semblait plus tout à fait le sien. Une pensée se cristallisa avec une clarté terrifiante à travers la brume de sa semi-conscience, « S'il vous plaît, que mon bébé aille bien. » TA en baisse, 80-40e et ça continue de chuter. 6 mois de grossesse, possible décollement placentaire. Rythme cardiaque fœtal montrant une détresse. Bipé l'obstétrique et l'usin, stat. Ces échanges médicaux urgents filtraient à travers sa semi-conscience alors que l'ambulance filait à travers les rues enneigées de Manhattan, les sirènes hurlant un appel désespéré pour passer à travers les artères bondées. Chaque secousse de la route envoyait de nouvelles vagues de douleur irradiant à travers son abdomen, et Élise se retrouva à réciter mentalement la poésie qu'elle avait prévu de lire à son enfant après la naissance, des fragments de Langston Hughes et Maya Angelou se mêlant à des prières désespérées. Son médecin avait expliqué les risques du décollement placentaire lors d'un rendez-vous récent, une condition rare mais grave où le placenta se sépare prématurément de la paroi utérine. L'hypertension artérielle était un facteur de risque, et celle d'Élise avait été élevée lors de son dernier contrôle. Le stress de la confrontation d'aujourd'hui a peut-être été le déclencheur final d'une crise qui couvait silencieusement depuis des jours. La panique envahit son corps affaibli alors que la réalité pénétrait son brouillard, c'était trop tôt, le bébé n'était pas prêt. 24 semaines était la limite de la viabilité, elle avait fait des recherches obsessionnelles, connaissait les statistiques, comprenait les énormes défis auxquels sont confrontés les nourrissons extrêmement prématurés. Des images de bébés incroyablement petits connectés à des labyrinthes de tubes et de fils traversèrent son esprit, intensifiant sa terreur. « Mon bébé » murmura-t-elle, sa voix si faible que l'ambulancier dut se pencher pour l'entendre, « S'il vous plaît, sauvez mon bébé. » « Nous faisons tout notre possible », l'assura la jeune femme en lui serrant la main. Le Mount Sinai a une excellente usin. Essayez de rester calme pour votre petit. Mais le calme était impossible alors que les souvenirs déferlaient dans sa conscience, le visage de Félix quand elle lui avait annoncé la grossesse, le dégoût et l'accusation dans ses yeux, sa cruauté désinvolte en suggérant que l'enfant n'était pas le sien. Suivi de son expression ce soir, le choc, laissant place à quelque chose d'illisible alors que son regard s'était fixé sur son ventre gonflé. Y avait-il eu du regret là, sous la surface, ou juste de l'embarras d'être confronté aux preuves de ses responsabilités abandonnées? Une autre vague de douleur la déchira, plus forte qu'auparavant, arrachant un cri de ses lèvres qui sembla résonner dans l'espace confiné de l'ambulance. L'expression de l'ambulancier se crispa d'inquiétude en vérifiant les moniteurs. « État 3 minutes, cria le conducteur. « Dites-leur de préparer du sang, répondit sèchement l'ambulancier. Au négatif, jusqu'à ce qu'on puisse faire un cross-match. Elle en perd trop. » Les mots flottaient au-dessus d'Élise comme des graines de pissenlit dans une brise d'été, détachées de leur signification terrifiante. Son esprit dériva vers ses parents. Saurait-il jamais si quelque chose lui arrivait? Quelqu'un leur dirait-il qu'ils avaient un petit enfant?
La pensée de sa mère ne tenant jamais ce bébé, ne chantant jamais les berceuses qui avaient apaisé les peurs d'enfance d'Élise, fit couler de nouvelles larmes sur ses tempes. Alors que les portes de l'ambulance s'ouvrirent en grand à l'entrée des urgences, révélant une équipe médicale en attente, silhouettée contre les lumières vives de l'hôpital, Élise fit un vœu silencieux. S'il survivait à ça, elle et cet enfant qui était devenu son monde entier, elle arrêterait de se cacher. Elle appellerait ses parents, ravalerait sa fierté et leur permettrait de revenir dans sa vie. Ce bébé méritait de connaître l'amour de grands-parents qui le chériraient, même si son père avait choisi l'absence. 24 semaines de grossesse, TA 70/30e, saignement vaginal important, suspicion de décollement placentaire, déclara l'ambulancier en transférant Élise sur un brancard en attente. Rythme cardiaque fœtal montrant des décélérations tardives. Un médecin apparut dans le champ de vision rétréci d'Élise, ses yeux sombres et calmes au-dessus de son masque chirurgical. « Je suis le docteur Navarro, l'obstétricienne de garde. Nous vous emmenons en chirurgie maintenant, Élise. Nous devons faire naître votre bébé immédiatement. » La terreur griffa la gorge d'Élise. Trop tôt, réussit-elle à murmurer. « S'il vous plaît, attendez. » Nous ne pouvons pas attendre, dit doucement mais fermement le docteur Navarro alors qu'il se précipitait dans des couloirs éclairés au néon. Votre placenta se détache de votre paroi utérine. Votre bébé ne reçoit pas assez d'oxygène. Je sais que c'est effrayant, mais c'est la meilleure chance pour vous deux. Alors qu'il passait des portes battantes marquées « salle d'opération », Élise sentit la conscience lui échapper à nouveau, l'obscurité empiétant malgré son combat désespéré pour rester éveillée. Alors qu'un masque à oxygène était placé sur son visage et qu'un anesthésiste prononçait des mots apaisants qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre, sa dernière pensée cohérente fut pour la petite vie en elle, une vie créée dans l'amour, peu importe comment cet amour avait pris fin. « Batte-toi, petit bout », implora-t-elle silencieusement alors que les médicaments l'emportaient. Nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. De l'autre côté de la ville, ignorant le drame de vie et de mort qui se déroulait, Félix était assis dans son bureau, un verre de scotch intact devant lui, hanté par l'image du visage d'Élise lorsqu'elle l'avait vu, le choc initial, l'éclair de douleur persistante, la dignité tranquille avec laquelle elle avait fait face à la cruauté de Serena. Quelque chose dans cette rencontre avait fait remonter des souvenirs qu'il avait passé des mois à essayer d'enterrer, le rire d'Élise au début, son intelligence qu'il avait défiée et ravie, son apparence le jour de leur mariage, radieuse d'un amour qu'il avait cru sincère. L'état avancé de sa grossesse était une preuve indéniable qui contredisait le récit qu'il s'était construit qu'elle avait menti sur le bébé pour le piéger, qu'elle avait été infidèle. La voir dans cet uniforme de Starbucks, luttant clairement mais se tenant avec dignité, avait déclenché des questions inconfortables qu'il avait réprimées pendant des mois. Serena l'avait-elle manipulée? La pensée ne lui était jamais sérieusement venue à l'esprit auparavant. Mais maintenant, des bribes de conversation rejouaient dans son esprit, sa subtile sape constante d'Élise, ses preuves commodes des prétendues maladresses sociales d'Élise, son insistance sur le fait que la grossesse était soit fabriquée, soit pas de lui. Son téléphone sonna, interrompant sa rêverie troublante. Appelant inconnu. Monsieur Carvey. Une voix de femme inconnue, tendue d'urgence. C'est Nora Martinez de Starbucks. Votre femme et ex-femme Élise a été emmenée à l'hôpital Mount Sinai. Il y a eu des complications avec la grossesse. C'est grave. J'ai pensé que vous devriez savoir. Les mots tombèrent comme des coups physiques, chacun lui coupant le souffle. Que s'est-il passé, demanda-t-il, attrapant déjà son manteau. Elle s'est effondrée devant le magasin après votre départ. Il y avait du sang. Beaucoup de sang. Les ambulanciers ont parlé du placenta qui se décollait. La voix de Nora se brisa. J'ai fait le trajet avec elle dans l'ambulance. Elle n'arrêtait pas de leur demander de sauver le bébé. Juste le bébé, pas elle-même. Quelle succursale du Mount Sinai? L'hôpital principal sur la 5e avenue. Alors qu'il se précipitait hors du Penthouse, appelant son chauffeur, Félix réalisa avec une clarté dévastatrice que ses actions et de l'abandon cruel à l'humiliation publique de ce soir avaient peut-être directement contribué à cette urgence médicale. Le stress élevé, le traumatisme émotionnel, les exigences physiques du travail pendant la grossesse. Toutes les conséquences de son rejet. Quel genre d'homme était-il devenu? La question résonna alors que sa voiture filait à travers les rues enneigées et glissantes. Les justifications sophistiquées qu'il avait construites pour excuser son comportement s'effondrèrent sous le poids d'un fait irréfutable, Élise pourrait mourir ce soir. Leur enfant pourrait mourir ce soir. Et s'il mourait,
leur sang serait sur ses mains. À l'hôpital, un chaos contrôlé l'accueillit. Il s'identifia au bureau des urgences et fut dirigé vers une salle d'attente chirurgicale où Nora était assise seule, portant toujours son uniforme de Starbucks, maintenant taché du sang d'Élise. Elle leva les yeux à son approche, son expression se durcissant. « Vous avez un sacré culot de vous montrer ici. »« Je dois savoir s'ils sont en vie, » dit-il simplement, toute prétention effacée par une peur authentique. « Ils l'ont emmené en chirurgie il y a 20 minutes. C'est tout ce que je sais. » Le regard de Nora était inflexible. « Pourquoi l'avez-vous traité comme ça ce soir? Vous ne lui avez pas fait assez de mal ?» La question resta en suspens, exigeant une réponse que Félix n'était pas sûr de pouvoir articuler. Comment expliquer que voir Élise avait déclenché une tempête complexe d'émotions, honte, regret, désir et la colère défensive qui était devenue son bouclier contre la reconnaissance de sa propre culpabilité? « Je n'ai aucune excuse, dit-il finalement, s'affaissant sur une chaise en face d'elle. Aucune qui compte. » À sa surprise, cette simple admission sembla légèrement adoucir l'hostilité de Nora. Elle ne dit jamais de mal de vous, vous savez. Même quand les clients reconnaissent son nom de famille et posent des questions. Elle dit juste que vous êtes séparés. L'information fut un autre coup. La dignité d'Élise face à sa cruauté rendait son propre comportement d'autant plus méprisable. Les minutes s'étirèrent en heures sans nouvelles. Félix arpentait la salle d'attente, passait des appels pour s'assurer qu'Élise aurait une chambre privée, contactait l'administration de l'hôpital pour garantir les meilleurs soins possibles, utilisant sa richesse et son influence de la seule manière qui semblait significative maintenant. Finalement, une chirurgienne en blouse tachée de sang sortit des portes battantes, son expression grave mais professionnelle. « Famille d'Élise Thompson » demanda-t-elle en balayant la salle d'attente du regard. « Oui », Félix s'avança, ignorant le regard surpris de Nora. « Je suis son mari. » La chirurgienne Dr Navarro, selon son badge, l'évalua brièvement avant de parler. « Mademoiselle Thompson a subi un grave décollement placentaire, causant une hémorragie importante. Nous avons pratiqué une césarienne d'urgence et avons stabilisé son état, bien qu'elle reste dans un état critique. » « Et le bébé ?» La question semblait coincée dans sa gorge. L'expression du docteur Navarro s'adoucit légèrement. « Votre fille est née à 24 semaines et 5 jours de gestation. Elle pèse 665 grammes, environ 1 livre et 7 onces. Elle a été transférée dans notre USIN, où elle reçoit des soins spécialisés. » Une fille. Ils avaient une fille. Le concept abstrait du « bébé » se transforma soudain en quelque chose de tangible, de réel. Une petite personne luttant pour sa vie. « Vont-ils survivre » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Mademoiselle Thompson a une convalescence difficile devant elle, mais sauf complications, oui. Quant à votre fille. Le docteur Navarro choisit ses mots avec soin. Les nourrissons nés à ce stade de gestation font face à des obstacles importants. Le taux de survie est d'environ 60 à 70%, et parmi les survivants, beaucoup font face à des défis de développement. Les 72 prochaines heures seront critiques. Alors que le médecin partait, Félix se tourna pour trouver Nora le regardant avec une expression illisible. « Voulez-vous rester avec elle » demanda-t-il doucement. « Jusqu'à ce que je revienne. Je ne veux pas qu'elle soit seule. »« Où allez-vous » ?»« Passer des appels que j'aurais dû passer il y a des mois. » Dans le couloir de l'hôpital, à l'abri des regards curieux, Félix s'appuya contre le mur, submergé par des émotions qu'il avait réprimées trop longtemps. Puis, redressant les épaules, il passa 2 appels cruciaux, d'abord à Margaret et Robert Thompson, les informant de l'état de leur fille et organisant leur voyage immédiat à New York, ensuite à Serena, mettant fin à leur relation en des termes qui ne laissaient aucune place à la manipulation ou au retour. Ses choix étaient minces face à l'ampleur de ses erreurs, mais ils représentaient les premiers pas sur un chemin qu'il aurait dû emprunter il y a des mois, un chemin vers la responsabilité, vers la rédemption, vers le fait de devenir l'homme qu'Élise avait cru qu'il était. Qu'elle lui pardonne un jour resté incertain, mais une vérité se cristallisa avec une clarté douloureuse, leur fille méritait mieux que le père qu'il avait été. D'une manière ou d'une autre, s'ils survivaient tous les deux à cette nuit, ils trouveraient un moyen de devenir dignes d'elle. Avec cette résolution brûlant dans son cœur, Félix retourna dans la salle d'attente, préparé pour la veillée à venir et pour toutes les conséquences qui l'attendaient quand Élise ouvrirait enfin les yeux. Chapitre 8. Entre la vie et la mort. L'hôpital Mount Sinai bourdonnait d'une urgence contrôlée alors que les chirurgiens travaillaient pour sauver à la fois Élise et son enfant. La voix calme du docteur Navarro dirigeait la césarienne d'urgence,
tandis que les spécialistes en néonatologie se tenaient prêts pour un nourrisson arrivant dangereusement tôt. Théa en stabilisation, annonça l'anesthésiste, elle répond à la transfusion. Quelques instants plus tard, le docteur Navarro souleva délicatement un minuscule nourrisson du ventre d'Élise. Aucun cri vigoureux n'annonça l'arrivée de ce bébé, seulement une équipe de néonatologistes s'occupant de la forme silencieuse et violacée. « C'est une fille », cria le docteur Navarro, bien qu'Élise soit restée inconsciente. Le nourrisson, pesant à peine 665 grammes, fut immédiatement placé dans un incubateur, connecté à des ventilateurs et des moniteurs. Sa peau, presque translucide, révélait le délicat tracé des veines en dessous. Ses yeux restaient fusionnés, sa prise sur la vie ténue au mieux. 24 semaines, 5 jours d'âge gestationnel, dicta le néonatologiste principal. Syndrome de détresse respiratoire sévère. Démarrage de la thérapie par surfactants et des antibiotiques prophylactiques. Pendant ce temps, les chirurgiens continuaient de travailler sur Élise, dont le décollement placentaire avait causé une hémorragie importante. Des unités de sang étaient pompées dans ses veines alors qu'il luttait pour stabiliser son état. Dehors, dans la salle d'attente, Nora arpentait anxieusement, son uniforme de Starbucks toujours éclaboussé du sang d'Élise. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Félix entra, le visage cendré. « Où est-elle » demanda-t-il, la voix tendue par la peur. « En chirurgie » répondit Nora sur la défensive. « Il pratique une césarienne d'urgence. Le placenta s'est détaché de la paroi utérine. C'est une menace vitale pour tous les deux. » Félix chancela légèrement. « Tous les deux » dit Nora avec insistance. « Ton enfant. Celui que tu as abandonné avec ta femme. » « Je ne savais pas » murmura-t-il, peu convaincant. « Quand je suis parti, je ne savais pas qu'elle était enceinte. »« Elle te l'a dit ce soir-là » accusa Nora. « Tu as choisi de ne pas la croire. » Félix s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Son récit soigneusement construit et qu'Élise l'avait piégé, que la grossesse n'était pas sa responsabilité s'effrita sous le poids de la réalité. Pendant sa veillée, Félix passa 2 appels cruciaux, d'abord à Margaret et Robert Thompson en Caroline du Sud, une conversation difficile où il dut expliquer à la fois l'état d'Élise et son propre comportement inexcusable, ensuite à Serena, mettant fin à leur relation de manière définitive. Finalement, le docteur Navarro sortit, l'épuisement évident dans ses yeux. Mademoiselle Thompson a survécu à l'opération, mais elle a perdu une quantité importante de sang. Nous l'avons placée dans un coma artificiel. Elle fit une pause. Votre fille est née à 24 semaines et 5 jours de gestation. Elle pèse 665 grammes, extrêmement prématurée. Les 72 prochaines heures seront critiques pour toutes les deux. Fille, répéta Félix. Nous avons une fille. Elle est à Luzin, continua le docteur Navarro. Ses poumons sont gravement sous-développés. Les bébés nés aussi prématurément font face à des défis importants. Le taux de survie est d'environ 60 à 70%, et ceux qui survivent font souvent face à des complications de développement. L'aube se levait quand une infirmière conduisit Félix dans la chambre d'Élise. La vue d'elle, pâle contre les draps blancs, des tubes et des fils la reliant à des machines, brisa quelque chose en lui. Cette femme vibrante luttait pour sa survie à cause des choix qu'il avait faits. Elle ne peut pas vous entendre, conseilla doucement l'infirmière, mais parfois, les voix familières aident, même dans le coma. Laissé seul avec Élise, Félix s'approcha avec hésitation. Il prit doucement sa main inerte. « Je suis tellement désolé » murmura-t-il, les larmes coulant librement. « Notre fille se bat. Et toi aussi. S'il te plaît, n'abandonne pas. » Plus tard, une infirmière de Luzin lui permit de voir sa fille. À travers les parois transparentes de l'incubateur, Félix contempla le plus petit être humain qu'il ait jamais vu, un être si fragile qu'il semblait impossible qu'elle puisse survivre. « Elle est magnifique » murmura-t-il, posant sa main contre le plexiglas. « C'est une battante » commenta l'infirmière. « A-t-elle un nom » La question prit Félix au dépourvu. « Je ne sais pas ce qu'Élise avait prévu » admit-il. En regardant la petite forme se battre à chaque respiration, Félix pensa à la poétesse préférée d'Élise. « Lila » dit-il doucement. « Pour l'instant, appelez-la Lila. » Vers midi, Margaret et Robert Thompson arrivèrent. Robert fit une pause juste assez longue pour prononcer une seule phrase, « S'ils survivent à ça, faire amende honorable sera le travail de ta vie. » Et même cela pourrait ne pas suffire. Au cours des jours suivants,
une alliance difficile se forma entre Félix et la famille Thomson. Quand il ne gérait pas la logistique, Félix prenait le relais de nuit à l'usin, assis près de l'incubateur de Lila de minuit à l'aube, lisant des volumes de Maya Angelou et Langston Hughes qu'il avait trouvés dans l'appartement d'Élise. Le 4e jour, alors que Félix somnolait près du lit d'Élise, une légère pression sur sa main le réveilla en sursaut. Ses yeux étaient ouverts, la confusion évidente dans leur profondeur. « Élise, » souffla-t-il. « Tu es réveillée. » Ses lèvres gercées formèrent un seul mot, « bébé ». « Elle est en vie », l'assura-t-il rapidement. Elle est minuscule mais se bat de toutes ses forces. La reconnaissance se fit jour dans les yeux d'Élise, suivie de lassitude alors qu'elle réalisait qui était assis à côté d'elle. Sa main se retira de la sienne. « Pourquoi es-tu ici ?» réussit-elle à dire avec difficulté. Avant que Félix ne puisse répondre, le docteur Navarro entra. Pendant qu'elle examinait Élise et expliquait son état, les yeux d'Élise se posaient à plusieurs reprises sur Félix avec méfiance. Lorsque le médecin mentionna que « votre mari n'a pas quitté l'hôpital », l'expression d'Élise se durcit. « Pas mon mari », murmura-t-elle. « Je veux voir mon bébé. » Quand ils furent de nouveau seuls, Félix reconnut la détresse que sa présence causait. « Je vais y aller, » dit-il. « J'avais juste besoin de savoir que vous étiez toutes les deux en vie. » Le regard d'Élise était direct, malgré sa faiblesse. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi t'en soucier maintenant ?»« Parce que te voir dans ce café m'a réveillé, » admit-il. « Parce que j'ai été un imbécile, manipulé par quelqu'un qui n'a jamais voulu que nous réussissions, et par mes propres insécurités. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je me suis convaincu du contraire. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Élise. « Trop tard, » murmura-t-elle. « Trop de douleur. » Félix hocha la tête, acceptant cette vérité. « Je sais. Je n'attends pas de pardon. Je veux juste aider maintenant, pour toi et pour notre fille. » « Lila » dit Élise de manière inattendue. « J'allais l'appeler Lila » expliqua-t-elle doucement, d'après Angelou. Il a terminé, étonné. « J'ai dit aux infirmières de l'usin de l'appeler Lila jusqu'à ce que tu te réveilles. » Quelque chose vacilla dans l'expression d'Élise, pas du pardon, mais peut-être une reconnaissance. La famille. Au-delà de ça, je n'attends rien. J'ai perdu tout droit à ton cœur. Mais s'il te plaît, ne me coupe pas de la vie de notre fille. L'épuisement gagnait à nouveau Élise, ses paupières s'alourdissant. On verra, murmura-t-elle alors que le sommeil commençait à la reprendre. Lila mérite mieux que ce que nous avons été. Plus tard dans la journée, lorsqu'Élise rendit visite à Lila pour la première fois, Félix s'absenta délibérément. Du couloir, il aperçut le visage d'Élise alors qu'elle contemplait sa fille, le choc laissant place à un amour protecteur féroce. Ce soir-là, Robert Thomson trouva Félix dans la chapelle de l'hôpital. « Margaret pense que tu as changé, » dit-il sans préambule. « Elle dit que tu n'es pas le même homme qui a abandonné notre fille. »« J'espère que je ne le suis pas, » répondit Félix. « Mais le changement prend plus que quelques jours de crise et de regret. » Pendant qu'il parlait, une infirmière apparut avec des nouvelles urgentes. Ils arrivèrent à l'usin pour trouver le personnel médical attroupé autour de l'incubateur de Lila, travaillant frénétiquement alors qu'Élise regardait, terrifiée, depuis son fauteuil roulant. « Sepsis suspectée », expliqua une infirmière. Son état s'est rapidement détérioré. Vers minuit, le docteur Chen sortit. « Elle répond aux antibiotiques », rapporta-t-il prudemment. « Les 12 prochaines heures nous en diront plus. » Alors qu'on ramenait Élise à sa chambre, ses yeux croisèrent brièvement ceux de Félix. Aucun mot ne fut échangé entre eux, mais quelque chose de fondamental avait changé, une expérience de tranchée partagée qui transcendait leur histoire douloureuse. Ils étaient maintenant coparents, unis dans la terreur et l'espoir pour la vie fragile qu'ils avaient créée ensemble. Chapitre 9. Le jugement. Février arriva avec des vents mordants et des fenêtres givrées, mais à l'intérieur de l'hôpital Mount Sinai, le monde d'Élise s'était rétréci à 2 pièces, l'usin, où la petite Lila luttait pour chaque respiration, et sa propre chambre de convalescence, où elle combattait les séquelles physiques et émotionnelles d'une quasi-tragédie. Sa force revenait progressivement, lui permettant d'abord de courtes promenades jusqu'à la salle de bain, puis des trajets plus longs dans le couloir, soutenus par des infirmières qui étaient devenues protectrices envers la jeune mère qui avait failli mourir en donnant naissance à sa fille. La 2e semaine, elle pouvait gérer le trajet jusqu'à l'usin sans aide, où elle passait des heures près de l'incubateur de Lila,
lisant de la poésie d'une voix douce et touchant doucement sa fille à travers l'ouverture désignée. Sa saturation en oxygène s'améliore quand vous êtes là, remarqua le docteur Chen, le néonatologiste en chef, lors de sa tournée un matin. Elle reconnaît la voix de sa mère. Le cœur d'Élise se gonfla à la fois d'amour et de peur. Pesant maintenant un peu plus d'1 kilo, Lila restait désespérément fragile, chaque jour apportant de nouveaux défis, des infections suspectées aux difficultés respiratoires. Mais avec les défis venaient de petites victoires, un fil retiré ici, un résultat de test amélioré là, des moments où Lila enroulait ses petits doigts autour de l'auriculaire d'Élise avec une force surprenante. Félix resta une présence constante et troublante pendant ces jours. Fidèle à sa parole, il n'avait pas quitté l'hôpital, sauf pour de brefs voyages à la maison pour se doucher et se changer. Il maintenait une distance respectueuse avec Élise, n'entrant jamais dans sa chambre sans permission, n'apparaissant jamais à l'usin pendant ses heures de visite régulières, à moins d'y être explicitement invité. À la place, il prenait le relais de nuit, assis près de l'incubateur de Lila de minuit à l'aube, lisant les mêmes recueils de poésie qu'Élise avait laissés, s'assurant que leur fille ne passe jamais un instant sans présence parentale. Le personnel infirmier observait cette danse prudente entre le couple séparé avec un intérêt discret. Des rumeurs circulaient, des bribes recueillies lors de conversations surprises et des visites protectrices de Nora, le mari millionnaire qui avait abandonné sa femme enceinte, veillant maintenant comme si l'expiation pouvait se mesurer en nuit blanche et en repas de cafétéria d'hôpital intact. 3 semaines après la naissance de Lila, alors qu'Élise était assise près de l'incubateur lors de sa visite matinale, les portes de l'usin s'ouvrirent pour laisser entrer une femme inconnue en robe de juge, escortée par une infirmière à l'air nerveux. Mademoiselle Thompson, s'enquit la femme en s'approchant avec une chaleur professionnelle. Je suis la juge Vivian Marshall. J'espère que vous me pardonnerez cette visite peu orthodoxe, mais je comprends que vous n'avez pas pu quitter le chevet de votre fille. La confusion traversa les traits d'Élise. Juge? Je ne comprends pas. Puis-je? La juge Marshall désigna la chaise à côté d'Élise, attendant la permission avant d'y installer sa carrure imposante. De près, Élise pouvait voir l'intelligence dans les yeux sombres de la femme plus âgée, les fils d'argent dans ses cheveux crépus et la compassion dans son expression alors qu'elle regardait Lila. Elle est magnifique, observa la juge. Une battante, clairement. Merci, répondit automatiquement Élise, toujours perplexe par cette visite inattendue. Mais je ne comprends toujours pas. J'ai été assignée à votre affaire de divorce, expliqua doucement la juge Marshall. L'audience préliminaire était prévue pour hier, mais étant donné vos circonstances, l'avocat de votre mari a demandé un aménagement inhabituel. Elle sourit légèrement. Après 30 ans sur le banc, j'ai appris que parfois la justice est mieux servie en contournant les normes procédurales. Le divorce. Dans le chaos de la naissance prématurée de Lila et de sa propre crise médicale, Élise avait complètement oublié la procédure judiciaire qui avait été engagée des mois auparavant. Je n'ai pas d'avocat, admit-elle, l'embarras colorant ses joues. Je ne pouvais pas m'en payer un. Et avec l'arrivée du bébé. L'expression de la juge Marshall s'adoucit encore plus. C'est en partie pour cela que je suis ici. Votre mari a retiré toutes les requêtes précédentes et demande une révision complète des termes. Elle sortit un dossier de sa mallette. Je voulais m'assurer que vous compreniez ce qui était proposé avant que le tribunal ne procède. Élise accepta le dossier avec des mains tremblantes, l'ouvrant pour trouver des documents juridiques que son esprit épuisé avait du mal à comprendre. En termes simples, continua la juge Marshall, reconnaissant l'état de submersion d'Élise, M. Carvey retire ses demandes précédentes concernant les droits parentaux et la confidentialité. Il offre un soutien financier substantiel pour vous et votre fille, sans aucune restriction sur votre interaction avec sa famille ou ses associés. Plus important encore, il demande que la procédure de divorce soit suspendue pendant 6 mois pour permettre une éventuelle thérapie de réconciliation, si vous y êtes favorable. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondulations de confusion et d'incrédulité. Réconciliation? C'est sa demande, oui. La juge Marshall l'observa attentivement. Cependant, je dois noter que les dispositions financières ne dépendent pas de cela. Elles seraient mises en œuvre immédiatement, quelle que soit votre décision concernant le mariage. Pourquoi ferait-il, commença Élise, puis s'arrêta, incertaine de comment articuler la complexité de ses sentiments. Je ne m'implique généralement pas personnellement dans les affaires de divorce, admit la juge Marshall. Mais certains aspects de cette situation ont résonné en moi, le déséquilibre de pouvoir important, la dynamique raciale, et maintenant un enfant né dans des circonstances aussi dramatiques.
Elle se pencha légèrement en avant. Mademoiselle Thompson, je veux être très clair. Le tribunal protégera vos intérêts et ceux de votre fille, indépendamment de la richesse ou de l'influence de votre mari. Si vous souhaitez procéder au divorce, nous garantirons des conditions équitables. Des larmes montèrent aux yeux d'Élise, submergée par ce plaidoyer inattendu. Merci, murmura-t-elle. La juge Marshall tendit la main, touchant brièvement celle d'Élise, un geste qui dépassait les limites professionnelles mais offrait une connexion humaine dont Élise avait désespérément besoin. Prenez le temps d'examiner ces documents. Un avocat commis d'office vous contactera pour tout vous expliquer en détail et représenter vos intérêts. Après le départ de la juge, Élise resta immobile, le dossier lourd sur ses genoux. À travers les parois transparentes de l'incubateur, la petite poitrine de Lila se soulevait et s'abaissait à chaque précieuse respiration, totalement inconsciente du monde complexe des adultes qui entouraient son début précaire. C'est dans cet état contemplatif que Félix la trouva lors de la brève période où leurs heures de visite se chevauchaient le changement de garde qu'ils orchestraient généralement pour éviter une interaction prolongée. « Élise » interrogea-t-il doucement, notant sa détresse. « Tout va bien ?» L'état de Lila a changé. Sans un mot, elle brandit le dossier, le regardant alors que la reconnaissance se lisait dans ses yeux. « La juge Marshall est venue me voir, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Pourquoi, Félix? Pourquoi maintenant, après tout? Il s'affaissa sur la chaise que la juge avait libérée, l'air complètement épuisé. L'homme d'affaires poli avait disparu depuis longtemps, remplacé par un homme dont les vêtements de marque flottaient sur sa silhouette, dont le visage portait les ombres d'une inquiétude prolongée. Parce que ces dernières semaines ont mis à nu tous les mensonges que je me suis racontés, répondit-il simplement. Parce que te regarder avec Lila, voir ta force et ta grâce malgré tout ce que je t'ai fait subir, m'a montré exactement ce que j'ai jeté. Tu ne l'as pas seulement jeté, rétorqua Élise, une vieille douleur refaisant surface. Tu l'as délibérément détruit. Tu as qualifié notre amour d'erreur. Tu m'as accusé de te piéger avec une grossesse que tu croyais fausse ou de quelqu'un d'autre. Tu as laissé Serena m'humilier publiquement. Félix tressaillit à chaque accusation, mais n'essaya pas de se défendre. Oui, reconnut-il. J'ai fait ces choses impardonnables. Alors pourquoi espérer qu'une réconciliation est même possible? Ses yeux croisèrent les siens directement, plus honnêtes qu'elle ne les avait vus depuis les premiers jours de leur cours. Je ne l'espère pas, Élise. J'espère juste avoir la chance de regagner une petite mesure de confiance, pas nécessairement en tant que ton mari, mais en tant que père de Lila, en tant que quelqu'un qui passera sa vie à essayer d'expier une cruauté inexcusable. Avant qu'Élise ne puisse répondre, des alarmes retentirent soudainement des moniteurs de Lila. En quelques secondes, le personnel médical envahit l'incubateur, leurs voix urgentes appelant des médicaments et du matériel alors que le petit corps de Lila se convulsait, ses niveaux d'oxygène chutant dangereusement. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Élise, se levant en panique, pour être doucement mais fermement écartée par une infirmière. « Sepsis possible, expliqua sèchement le docteur Chen en travaillant. Nous devons l'intuber à nouveau et commencer immédiatement des antibiotiques à large spectre. Les heures suivantes passèrent dans un flou terrifiant. Lila fut transportée d'urgence dans une salle de procédure, laissant Élise et Félix debout, côte à côte, dans une peur impuissante. Sans y penser, Élise sentit sa main saisir celle de Félix, puisant de la force de la seule personne qui partageait entièrement cette terreur particulière. « Elle ne peut pas mourir, » murmura Élise, la voix brisée. « Après tout ça, elle ne peut pas. »« Elle ne mourra pas, » affirma Félix avec une conviction qui les surprit tous les deux. « Elle fait partie de toi, Élise. Cela signifie qu'elle est la personne la plus forte de cet hôpital. » L'éloge inattendu, si réminisce de l'homme qu'il avait autrefois chéri, brisa quelque chose en Élise. Des sanglots qu'elle avait retenus pendant des mois jaillirent, et sans hésitation, Félix l'enveloppa dans ses bras, offrant un soutien silencieux alors qu'ils affrontaient cette crise ensemble. Des heures plus tard, le docteur Chen sortit, l'épuisement évident sur ses traits, mais le soulagement visible aussi. Nous l'avons stabilisé. L'infection répond aux antibiotiques et ses signes vitaux s'améliorent. Les 24 prochaines heures restent critiques. Le soulagement fit fléchir les genoux d'Élise. Cette fois, elle ne résista pas quand Félix la soutint, l'aidant à s'asseoir sur une chaise et lui apportant de l'eau qu'elle accepta avec gratitude. « Tu devrais te reposer, » conseilla-t-il doucement. « Je resterai avec elle. Je te promets d'appeler si quelque chose change. » Trop épuisée pour discuter, Élise hocha la tête,
permettant à une infirmière de la raccompagner dans sa chambre. Le sommeil la prit immédiatement, son corps exigeant une récupération après l'épreuve émotionnelle. Elle se réveilla pour trouver que quelqu'un avait placé un vase de fleurs sauvages fraîches près de son lit. Pas des roses de serre coûteuses ou des fleurs exotiques, mais d'humbles marguerites et des rudbeckies qui poussaient à l'état sauvage en Caroline du Sud. Une écriture familière ornait la carte d'accompagnement. Celles-ci m'ont toujours fait penser à toi, belle sans prétention, forte malgré leur délicatesse. Lila est stable ce matin. Prends tout le temps dont tu as besoin pour te reposer. Quelque chose changea dans le cœur d'Élise. Pas exactement le pardon, mais peut-être la première fissure dans le mur de douleur qu'elle avait construit entre eux. Les fleurs parlaient du Félix dont elle était tombée amoureuse, l'homme qui avait remarqué ses fleurs préférées lors de leur visite chez ses parents et s'en souvenait encore maintenant. Plus tard dans la matinée, alors qu'Élise se préparait à retourner à l'usin, le téléphone de sa chambre sonna. La voix inconnue s'identifia comme étant Hélène Carter, l'avocate commise d'office que la juge Marshall avait mentionnée. « Mademoiselle Thompson, j'ai examiné votre dossier en détail, » expliqua l'avocate. « Je veux discuter de certains aspects préoccupants du comportement de votre mari qui peuvent constituer un abus émotionnel et une discrimination raciale potentielle. Ces éléments renforcent considérablement votre position si vous souhaitez procéder au divorce. » Discrimination raciale, fit écho Élise, prise au dépourvu par la franchise de l'avocate. Les commentaires de votre mari lors de votre séparation, en particulier sa référence à la couleur de votre peau comme étant exotique mais finalement inadaptée à son image publique, constituent un comportement discriminatoire que la juge Marshall prend très au sérieux, expliqua Hélène. Combiné à son abandon pendant votre grossesse et au déséquilibre de pouvoir financier, nous avons des motifs pour un règlement substantiel bien au-delà de ce qu'il propose actuellement. Les mots transportèrent Élise à cette nuit douloureuse où Félix avait révélé ses pensées les plus laides, le préjugé qui se cachait sous son apparente acceptation de leurs différences. Pourtant, contrastant avec ses souvenirs, il y avait l'homme qui avait veillé près de leur fille ces dernières semaines, qui avait défendu Élise contre Serena dans le café, qui avait apporté des fleurs sauvages qui parlaient de souvenirs et de regrets. Puis-je y réfléchir, demanda tranquillement Élise. Bien sûr, l'assura Hélène. Mais je dois mentionner que la juge Marshall a spécifiquement demandé cette affaire. Elle a la réputation de tenir les hommes puissants pour responsables lorsqu'ils utilisent leurs privilèges pour nuire aux femmes vulnérables, en particulier les femmes de couleur. C'est en quelque sorte sa spécialité. Après la fin de l'appel, Élise resta immobile, contemplant le chemin à parcourir. Elle pouvait poursuivre la justice par les tribunaux, obtenir une compensation financière maximale pour la douleur qu'elle avait endurée, s'assurer que Félix fasse face à des conséquences juridiques et potentiellement publiques pour son comportement. La juge Marshall semblait prête à être sa championne dans ce combat. Où elle pouvait explorer la fragile possibilité de guérison, non seulement pour elle-même et Félix, mais pour Lila, qui méritait de connaître ses deux parents si possible. Le jugement que Félix méritait contre la réconciliation dont Lila pourrait avoir besoin. Le choix semblait impossible alors qu'Élise retournait à l'usin, où tous deux attendaient sa décision. Chapitre 10. La rédemption puissante. Le printemps arriva à New York avec une douceur inattendue. Après 12 semaines à l'usin, Lila Elizabeth Carvey avait défié les attentes médicales et respirait enfin de manière autonome. Pesant 2,1 kg, elle restait plus petite que les nouveau-nés à terme, mais l'étincelle déterminée dans ses yeux suggérait qu'elle avait hérité de la résilience de sa mère et de la volonté tenace de son père. Elle est prête à rentrer à la maison, annonça le docteur Chen lors de la tournée du matin. À la maison, répéta Élise, les mots à la fois excitants et terrifiants. Non pas qu'elle serait vraiment seule. Ses parents étaient restés à New York depuis leur arrivée après la naissance de Lila, alertés par Félix malgré la fierté d'Élise. Leur présence avait été transformatrice, non seulement pour Élise, mais étonnamment aussi pour Félix, alors qu'il témoignait de son engagement inébranlable envers Lila. À l'approche du jour de la sortie, la question du « domicile » devint pressante. Le studio d'Élise était totalement inadéquat pour un nourrisson ayant des besoins médicaux spécialisés. « Tu resteras avec nous », avait insisté son père. « Nous avons loué un appartement meublé près de l'hôpital. » La solution semblait parfaite, jusqu'à ce que Félix l'approche la veille de la sortie prévue de Lila. « J'ai rénové le Penthouse, expliqua-t-il, pas pour moi. Pour toi et Lila. Système de purification de l'air, équipement de surveillance de qualité hospitalière, même un espace pour une infirmière de nuit. Tu t'attends à ce que je retourne dans le Penthouse, après tout, demanda Élise, incrédule.
Je ne serai pas là, dit-il. Je suis resté à l'hôtel. Le Pantouse serait entièrement à toi. Avant qu'Élise ne puisse répondre, elle reçut un message urgent de son avocate. Serena Harper avait déposé une injonction, affirmant que Félix n'était pas le père biologique de Lila. L'audience au tribunal était prévue pour 9 h le lendemain matin. C'est incroyable, grogna Félix quand Élise lui montra le message. Je vais m'en occuper. L'audience d'urgence devant la juge Marshall révéla la tentative désespérée de Serena d'interférer avec des preuves fabriquées. Après avoir entendu les deux parties, la juge ordonna un test ADN immédiat et autorisa la sortie de Lila à se poursuivre, avertissant Serena de sanctions potentielles si ses allégations s'avéraient fausses. Comme prévu, les résultats de l'ADN confirmèrent la paternité de Félix. La juge Marshall imposa des sanctions importantes à Serena, y compris une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher Élise ou Lila. Plus important que la victoire juridique fut l'impact émotionnel de se tenir ensemble contre une menace extérieure. Cette nouvelle dynamique et des partenaires égaux défendant leur enfant créa une base pour la communication que des mois d'interaction à l'hôpital n'avaient pas permis. J'ai décidé d'accepter ton offre, dit Élise à Félix après les résultats. Le Pantouse est le plus logique pour les besoins de Lila en ce moment. Alors qu'il se préparait pour la sortie, Félix présenta à Élise des documents juridiques transférant la propriété du Pantouse à son nom et établissant un fonds fiduciaire pour les soins et l'éducation de Lila. Il révéla également une fondation qu'il avait créée au nom de Lila pour soutenir les mères célibataires confrontées à des crises médicales pendant la grossesse. « Pourquoi » murmura Élise. « Tu aurais pu partir après le test ADN. »« Pourquoi tout ça ?»« Parce que tu m'as appris ce qui compte » répondit Félix en regardant Lila. « Et parce que je veux que ma fille soit fière de son père un jour, même si elle apprend mes erreurs. » À la sortie de l'hôpital, les journalistes les bombardèrent de questions. Surprenant tout le monde, Félix s'arrêta et reconnut publiquement ses fautes. « Oui, j'ai abandonné ma femme quand elle était enceinte. C'était la pire erreur de ma vie, motivée par l'insécurité et des préjugés dont j'ai profondément honte. » Élise, émue par son honnêteté, ajouta sa propre déclaration « Nous faisons tous des erreurs. La mesure d'une personne ne réside pas dans sa perfection, mais dans la manière dont elle réagit lorsqu'elle est confrontée à ses échecs. » 6 mois plus tard, Carvé Enterprises fit face à une crise majeure lorsque des journalistes découvrirent des preuves de discrimination raciale dans les pratiques d'embauche. Au lieu d'accepter la réponse minimale proposée par le conseil d'administration, Félix adopta une position audacieuse. « Ce n'est pas suffisant, déclara-t-il. Nous ne nous attaquons pas au vrai problème, nous gérons simplement la perception. » Après avoir consulté Élise, Félix présenta une proposition radicale au conseil d'administration, restructuration complète de la direction et des politiques de l'entreprise, investissement financier substantiel dans des initiatives de diversité, et sa propre démission en tant que PDG pour faire place à une nouvelle direction. Lorsque le conseil d'administration résista initialement, la menace de Félix de démissionner publiquement en signe de protestation finit par les forcer à se conformer. Il nomma le Dr Nia Coleman, une brillante cadre afro-américaine, comme sa successeur, ne restant que président du conseil d'administration pendant la transition. Cette décision audacieuse transforma Carvé Enterprises en un modèle de responsabilité d'entreprise. Sous la direction du Dr Coleman, l'entreprise attira des talents diversifiés et des investisseurs socialement conscients, renforçant finalement sa position sur le marché plutôt que de la diminuer. Lors de la célébration du premier anniversaire de Lila à Central Park, Élise regarda Félix aider leur fille à faire ses premiers pas hésitants sur l'herbe, réfléchissant à leur parcours. « Es-tu heureuse, ma chérie ?» demanda sa mère en la rejoignant sur la couverture de pique-nique. « Je suis en paix » répondit pensivement Élise. « Pas le ils vécurent heureux que j'imaginais autrefois, mais quelque chose de réel et de durement gagné. » Et Félix, insista doucement Margaret. « Nous trouvons notre chemin » répondit Élise. « Pas pour revenir à ce qui était ça, c'est parti pour toujours mais peut-être vers quelque chose de nouveau. » Plus tard ce soir-là, alors que Félix se préparait à partir, il s'attarda à la porte. « Merci de me permettre de faire partie de sa vie. D'avoir vu une possibilité en moi quand tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. » Élise l'étudia pensivement. Cet homme qui lui avait brisé le cœur mais qui avait travaillé sans relâche pour se racheter, qui avait fait face à son pire côté et avait choisi un chemin différent. « Voudrais-tu rester dîner vendredi prochain » demanda-t-elle soudainement. « Juste un dîner. Des amis qui apprennent à se faire confiance à nouveau. » Son sourire ne contenait rien de son ancien charme étudié, seulement une joie sincère et un espoir prudent.
J'aimerais beaucoup ça. 2 ans plus tard, tous deux avaient atteint un succès professionnel significatif, Élise, à la tête de la Fondation Lila Elisabeth, reconnue au niveau national, défendant la santé maternelle, Félix, mettant en œuvre des pratiques commerciales éthiques dans diverses industries. Leur relation avait évolué en une amitié profonde, construite sur le respect mutuel et la reconstruction minutieuse de la confiance. Le jour du 3e anniversaire de Lila, Félix mentionna une opportunité au sein du Conseil national d'éthique des affaires qui nécessiterait de nombreux voyages. Je n'accepterai pas si cela compromet ma relation avec Lila. Ou avec toi, dit-il, la vulnérabilité évidente dans son expression. Quelque chose changea entre eux. Une reconnaissance que leur parcours ne les avait pas ramenés à leur début, mais à quelque chose de potentiellement plus fort. Nous pourrions nous arranger, dit-elle doucement. Nous avons surmonté des défis plus difficiles. Cette nuit-là, Élise écrivit dans le journal de Lila. Ma chère fille, aujourd'hui tu as 3 ans, une étape qui semblait autrefois impossible. Tu m'as appris que l'amour n'est pas toujours ce que décrivent les livres de contes. Parfois, il est brisé et reconstruit, plus fort aux endroits réparés. Ton père et moi avons appris que les gens peuvent changer quand l'amour compte plus que la fierté, que la réconciliation ne ressemble pas toujours aux contes de fées, et que le pardon est quelque chose que l'on gagne par des actions constantes plutôt que par des promesses en belles paroles. Cependant, notre histoire continue de se dérouler, sache ceci, tu as été conçu dans un amour sincère, défendu avec tout ce que nous avions, et tu es chéri complètement par tes 2 parents. Et c'est la rédemption la plus puissante de toutes. En fermant le journal, Élise reconnut la vérité. Parfois, les plus grandes histoires d'amour ne parlent pas de début parfait, mais du courage de reconstruire après la dévastation. Le chemin à parcourir avec Félix restait incertain, mais pour la première fois, elle se retrouva ouverte à la possibilité d'un nouveau chapitre, non pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce qu'ils étaient tous les deux devenus des personnes dignes de se choisir mutuellement.